Bien le bonjour, bienvenue à tous. Secret d'Alambic, votre rendez-vous habituel désormais. Merci de nous suivre, encore plus nombreux qu'au précédent. Nouvelle émission, nouvel invité. Et aujourd'hui, nous recevons un producteur de Guadeloupe que vous connaissez sans aucun doute, François Longto. Bonjour. Merci de m'accueillir, Laurent. Avec grand plaisir. Comme je te disais juste avant que nous commencions à filmer, donc je vais faire une petite présentation de toi, de ton parcours. Et puis on va après un petit peu décortiquer chacun de ces points pendant notre grosseur, on va dire ça comme ça, Ok. d'interview. Tu es né en 85, en juillet 85, Ouais. en Guadeloupe, là où tu grandis, à Capesterre-Belle-Eau, sur le domaine familial, en gros, là où il y a la distillerie. Et tu es la 5e génération, quand même, ça commence à remonter un peu. Cette immersion dès ton plus jeune âge dans ce milieu de la canne et du rhum conduit naturellement à ce que tu intègres cette entreprise un peu plus tard, et on va s'arrêter sur les étapes qui y amènent, où tu vas être premièrement en charge commercial marketing, et puis rapidement, parce que tu vas occuper un peu tous les postes, tu vas t'intéresser à tout, et puis pour t'arrêter plus particulièrement sur le vieillissement, sur les chais, que tu vas agrandir. La capacité de fût va agrandir drastiquement en quelques années, on va y revenir aussi. Et puis, tu es à l'origine, si je ne m'abuse, de plusieurs produits phares maintenant qui sont vraiment connus de la distillerie, avec le Genesis par exemple, et d'autres produits sur lesquels on va s'arrêter. Génial. Plus récemment, on a vu que tu étais impliqué avec H-Theoria, ça aussi on va y revenir, une marque très particulière que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais qui est vraiment intéressante. Et puis sinon, on peut te croiser régulièrement sur les salons où tu vas faire partager tes produits, mais aussi ta passion pour les rhums de Guadeloupe et laitiers en particulier. Donc François, bienvenue. Merci infiniment. Grand plaisir. On va remonter 40 ans en arrière. Ouais. Ouais, désolé. Ta jeunesse sur le domaine familial qui produit déjà, comment elle se passe? Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui t'intéresse? Sur quoi tu t'arrêtes? Alors évidemment, donc moi je suis né à Pointe-à-Pitre, mais effectivement j'ai grandi sur le domaine depuis ma plus jeune enfance. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est mon père qui m'apprend à conduire un tracteur ou une voiture. Donc ça, c'est les plus vieux souvenirs que j'ai, liés en tout cas à l'esprit du domaine ou à mon père en particulier. Moi, je conduis une voiture depuis que j'ai 8 ans. Donc je sais conduire une voiture depuis que j'ai 8 ans. J'allais te demander, ouais. Donc que ce soit les 4x4 ou les voitures du domaine, et puis les tracteurs par la suite. Ensuite, oui, le domaine ou l'habitation, vous la voyez, elle est en cœur, vraiment elle est au cœur du domaine, entre la distillerie, les bureaux, la mise en bouteille et tout. Donc c'est vraiment un endroit où on grandit dans les jardins, et on est au cœur du système et on est au cœur de l'agriculture. Mais c'est pas une évidence absolue pour moi. Si j'adore conduire un tracteur ou les voitures de papa, je suis moins à l'aise avec l'agriculture. On grandit rapidement avec effectivement tout ce qui était les Sega, les PlayStation, les choses comme ça. Oui. Donc je suis plus à l'aise avec la PlayStation ou la Sega Mega Drive quand j'ai 10 ou 12 ans, plutôt que d'aller effectivement couper la canne. Donc c'est une période un peu particulière parce que j'ai des souvenirs aussi de mon père assez mécontent de nous voir, mon frère et moi, devant une télévision plutôt que de couper la canne avec tout le monde. Vous abrutir comme beaucoup de jeunes gens dont je fais Exactement. partie. Donc aujourd'hui, c'est les iPads et tous les gamins sont devant les écrans, mais Absolument. nous, on a démarré avec ce système-là. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, la canne à sucre, c'est plus une contrainte, en toute franchise, pour moi. Par contre, là encore, je parlais de la voiture à 8 ans, je pense que ma première goutte de rhum, je dois avoir 9 ans, ou j'ai moins de 10 ans, clairement. Okay. Où effectivement, là, c'est où je revois mon père revenir de la distillerie avec des brutes de colonne, avec des distillats, et puis il nous fait sentir. Mon père nous a fait très 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 vite sentir les distillats. Et là, pour le coup, j'ai effectivement eu plus d'appétence pour le produit fini plutôt que l'origine du produit en lui-même. Et ça, effectivement, très tôt, puisque à moins de 10 ans. Donc, mon premier petit punch est arrivé très vite aussi derrière. Alors, c'était peut-être pas les mêmes doses qu'aujourd'hui, mais là, encore une fois, oui, l'association rhum, citron, sucre, elle est arrivée très vite. Et puis, qu'est-ce qu'elle fonctionne bien, enfin, je dirais pas. Et ça fonctionne bien. À cette époque-là, Longto, l'entreprise, la distillerie, ça ressemble à quoi? Il y a combien d'employés? C'est une autre structure qu'elle n'est maintenant. Oui.
Est-ce que tu te rappelles à peu près de ce moment-là? Alors, peut-être pas de ton plus jeune âge, mais tu as dû en entendre parler après, de toute Bien sûr. manière. Combien de personnes, combien de produits? Alors, combien de personnes, je ne saurais pas te dire, je dirais des bêtises. En tout cas, c'est une période où il y a encore mon grand-père. Il y a évidemment mon père qui est arrivé quelques années avant. J'ai encore des oncles qui naviguent autour. Jean, le frère de mon père, le plus jeune, qui conduit la machine à couper la canne. Philippe aussi, un des frères aînés qui conduit la machine à couper la canne. Tout le monde gravite un petit peu autour. Les relations avec mon grand-père sont pas toujours évidentes pour les uns pour les autres. Mon père reste. C'est une période, donc on parle des années 85-90, hein, où j'ai encore 0 ou 5 ans. C'est une période compliquée pour la distillerie. C'est une période où la distillerie s'écroule financièrement, en termes de structure. Il y a un changement sur la colonne. Donc on passe d'une colonne en cuivre à une colonne en inox. On maîtrise pas ce changement, pour faire simple. Ouais. Et mon père, avec le distillateur de l'époque qui s'appelait Emilien, on fait effectivement beaucoup de changements, tard le soir, la nuit, pour comprendre comment fonctionne cette colonne, pour réintégrer du cuivre au fur et à mesure, parce qu'il n'y avait pas de conducteur, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc ça a mis du temps pour retrouver effectivement une qualité optimum. Et donc on est sur une période très compliquée, parce que la qualité est pas au rendez-vous. Et que du coup la distillerie s'écroule au profit de maisons comme Damoiseau, qui est assez peu existante à l'époque encore, comme Bologne qui était déjà très présent. Et ces deux maisons-là effectivement se donnent la part belle du gâteau quand nous on s'écroule, jusque je dirais dans les années 95-97 où mon père retrouve enfin la bonne recette avec cette colonne où il implique du cuivre petit à petit, mais ça prend plus de 10 ans. C'est vraiment cet élément-là qui a pris tant de temps pour... Ouais, il a mis quasiment 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc, réintroduction du cuivre dans la partie concentration, dans la partie... Oui, dans la partie concentration, dans quelques-unes des parties aussi. Donc, c'est des morceaux de cuivre qui rajoutent au fur et à mesure. Donc, il démonte la colonne. Sur des plateaux, exactement. Et puis, l'autre partie de ta question, c'était combien de références? Je pense qu'à ce moment-là, on devait avoir 2 références. Alors, il y avait 2 marques déjà à l'époque. Il y avait Longto, la marque familiale. Il y avait Mon Repos, qui était la marque du quartier, parce que la distillerie Longto, c'est 2 distilleries à l'origine. La distillerie Mon Repos, du quartier Mon Repos, et la distillerie Espérance, du quartier Espérance. Et dans les années 68 de ces 2 distilleries, on a fermé Mon Repos et on a regroupé les 2 marques sur Espérance, qui est devenue aujourd'hui distillerie Longto, même si Espérance est encore notre nom au douanier. Et donc tout est regroupé à ce moment-là. Et donc on doit avoir 2 références sur Mon Repos et 2 références sur Longto, c'est-à-dire sur Mon Repos on avait 1,50 litre blanc et 1,50 litre doré. Donc c'était un 6 mois exactement en foudre. Et sur Longto on avait à ce moment-là on avait du 50 degrés et on devait avoir un vieux. On devait avoir un vieux de 3 ans si je dis pas de bêtises. Tu le disais, c'est pas forcément une évidence pour toi. Certains éléments, en tout cas, t'appellent pas tant que ça. Et puis tu vas aller faire tes études en métropole, études de commerce, marketing, école de commerce, j'imagine. Oui. Et j'ai lu que tu avais commencé à vendre du whisky. Est-ce que c'est en parallèle, c'est juste après ton diplôme? Non, c'est juste avant. C'est-à-dire que, alors déjà, effectivement, l'appétence pour le produit fini, elle existe. On parlait de mon père tout à l'heure avec les distillats qui me faisaient sentir. Et pareil, moi, mon père est un acharné du boulot, donc c'est le patriarche, c'est pas lui qui fait les courses. Donc on allait faire les courses en rentrant de l'école avec notre maman. Et pareil, on allait dans les magasins et maman faisait ses courses et moi je restais dans le rayon rhum et j'avais 11 ans, 12 ans et je disais aux gens, c'est ce rhum-là qu'il faut acheter, c'est le meilleur. J'imagine bien ce que les gens pensaient d'un gamin de 11 ans qui leur disait de l'alcool qu'il faut acheter. Donc oui, j'ai toujours eu cette appétence-là, en tout cas pour la partie commerce. Et c'était le métier de ma mère, donc j'ai eu toujours cette affinité-là avec elle, de la voir défendre les produits de la famille de cette manière-là et dans les magasins. Donc ça m'a toujours attiré. J'ai commencé par faire des études effectivement en Guadeloupe. Donc j'ai fait un BTS action commerciale en Guadeloupe. Et c'est ce qui m'a permis, je l'ai fait aussi en alternance. J'ai fait, sur mes 5 ans d'études, j'ai fait 4 ans en alternance. Parce que j'ai toujours voulu être impliqué, avoir les mains dedans, les diplômes, j'ai toujours trouvé ça sympa et c'était important. Toujours voulu bosser. Mais la théorie, c'est pas toujours la chose qui m'a le plus attiré. Je voulais mettre toujours en perspective ce que j'apprenais à l'école le matin, éventuellement le remettre. Et donc c'est dans une entreprise, donc j'ai travaillé donc à mes 18 ans en alternance dans une entreprise qui s'appelle Impec, une structure de distribution en Guadeloupe qui existe toujours, gérée par Christian-Jacques Bordary, qui est toujours le propriétaire de cette entreprise.
et qui est le distributeur de spiritueux, notamment ceux du groupe LVMH, mais aussi d'autres. Donc c'est le distributeur de Moët et Chandon, de Veuve Clicquot, Ruinart et tout aujourd'hui, à l'époque déjà. Donc c'est là-dedans que je fais mes premières classes, déjà pour le point de vue commercial. Et évidemment, en tout cas ma première connexion avec des spiritueux autres que le rhum de papa et du grand-père, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, donc à ce moment-là, j'ai l'appétence pour la vente, j'ai pas la connexion totale avec la distillerie. Et puis un jour, au fur et à mesure, l'équipe de Christian-Jacques Bornary, Pascal Gauthier, le directeur commercial de l'Impoc, me fait confiance et me donne des clients que je dois gérer moi-même. Et je me retrouve effectivement en négociation avec une boîte de nuit. Et j'essaie de convaincre le type d'acheter du whisky. Et là, je comprends. Et en fait, donc, je me souviens très bien, c'était du Sir Edwards. Ah oui. Et je comprends pas ce que je fais à ce moment-là. Là, je me dis, il y a un truc chelou. Je suis pas à l'aise avec la négo. Ok. Je connais mon tarif, je connais mon produit, mais en fait, j'ai un Guadeloupéen en face de moi dans une boîte de nuit en Guadeloupe, à la Marina. Et tu dis, t'es en train de défendre un truc pas logique. Ouais. Et donc, c'est le déclic. Ça, c'est le déclic. Je me souviens plus bien, mais je crois que je fais pas l'affaire avec la boîte de nuit en question. Je crois que ça marche pas. Je crois que ça marche pas. Et là, je me dis, ok, je sais ce que je veux faire de ma vie. Okay. Et donc, très rapidement, j'en parle à mon père en me disant, j'ai un déclic, je sais ce que je veux. Par contre, du coup, je vais quitter Impec. Donc, j'avais 2 ans de contrat avec Impec. Il faut que je quitte la Guadeloupe. Il faut que je voie ailleurs. Et je reviendrai. Et je reviendrai parce que je veux pas travailler là pour faire comme toi, pour faire exactement ce que tu fais. T'as des choses à m'apprendre, mais il y a aussi des choses qu'on doit apprendre en dehors. Donc, ouais. et cette connexion au monde des spiritueux, du champagne et du vin, je l'ai, je vais la garder, il faut la continuer et il faut ouvrir son esprit. Donc à ce moment-là, au bout de 2 ans, donc on doit être en 2006-2007, à ce moment-là, je pars, je continue à faire mes études, effectivement, entre Amiens, Grenoble et Orléans. Et du coup, le déclic, tu t'es dit, je sais ce que je veux faire, c'était avant que tu partes en métropole. Ouais. Et métropole, c'était vraiment pour acquérir ces autres points de vue, d'autres manières de faire et de voir les choses. Donc voilà. Et tu as quand même bossé, si je dis pas de bêtises, une fois que tu étais diplômé, pour Mars. Alors Mars, j'ai commencé pareil, c'est-à-dire que j'ai fait 1 an d'études, j'ai fait l'école de commerce à Amiens pendant 1 an, 100% école. Ouais. C'est pas mon truc. Ouais. J'ai besoin de confrontation avec le monde réel. Et donc, je trouve ce stage dans le groupe Mars, grâce à un homme qui était le directeur export et Caraïbes, donc je le connaissais, Pascal Marché. Et j'ai cette connexion qui me fait rentrer au siège de Mars à Orléans. Et donc, je fais 1 an en stage, 2 ans en alternance, et je continue 1 an et demi supplémentaire derrière. Okay. Et donc, effectivement, rien à voir avec le monde spiritueux. Donc, Mars, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des plus grands groupes mondiaux d'alimentaire, mais c'est une famille, c'est la famille Mars. Donc, producteur de la barre de Mars, mais des M&M's, des stickers, c'est tout. Donc, et moi, plein d'autres trucs. Moi, j'étais sur le siège à Orléans, c'est la production de produits humides pour les animaux, pour les chiens et les chats. Donc, c'est l'aliment humide, donc c'est tout ce qui est pâté pour chiens ou chats. Donc c'est un monde à la fois impressionnant et en même temps très très loin des spiritueux, mais ultra formateur parce que familial mine de rien, américain, donc c'est un autre style. Et puis moi j'étais dans le pôle Dom-Tom, donc c'est aussi pour ça que j'ai été recruté parce que j'avais ces origines-là. Donc j'ai pu apporter aussi moi mon expertise des marchés pour des gens qui travaillaient très très loin des Dom-Tom en étant basés à Orléans. Et donc ça s'est super bien passé. Et là c'est ma plus belle expérience de vie. Ouais. Est-ce qu'à un moment, bien que tu aies pris ta décision avant même ton départ, mais pendant ces quelques années entre les 3 villes que tu mentionnais, etc., est-ce qu'il y a un moment où ça te remet un doute? Parce qu'à un moment, ça a pu être une évidence, et puis en fait, tu découvres d'autres choses, d'autres personnes, d'autres secteurs, et tu te dis, en fait... Non, j'ai jamais eu de doute sur la finalité. J'ai commencé à douter du timing. C'est-à-dire que, effectivement, une fois que j'étais dans le groupe Mars et que ça se passait très bien, on m'a confié des missions. Et à ce moment-là, tu dis, bon, moi, je suis bien et je suis bien payé. On a accès à des jolies choses. Tu rencontres des copains. J'ai rencontré mon ex-femme là-bas aussi. Donc tout ça fait qu'il y a une espèce d'harmonie où tu te dis bon, j'ai pas envie d'arrêter tout de suite, mais j'ai pris une mission où jusque-là j'étais basé au siège et mon patron de l'époque me propose une mission basée en Martinique. Okay.
pour gérer effectivement et piloter l'ensemble donc c'était un poste de brand manager basé en Martinique, de business development, pardon, basé en Martinique. Et moi, je lui dis, bah écoute, moi j'habite en Guadeloupe, j'ai la famille en Guadeloupe, est-ce que exceptionnellement on peut baser le poste en Guadeloupe, ce qu'ils ont accepté. Et là, effectivement, c'est là où j'ai fait 1 an donc, en Guadeloupe pour le groupe Mars, donc entre 2010 et 2011. Et je me souviens de négociations avec les magasins, les Carrefour, des choses comme ça. Et je me revois rentrer dans un magasin, croiser ma mère qui était responsable de la distribution des Roms Longto dans le magasin, passer 1 heure avec elle à lui dire attention, là, je pense que le merch il est pas bon, faut revoir ça, je vais t'aider là-dessus, etc., etc. Et tu ressors du magasin, tu fais j'ai pas du tout fait ce que je devais faire. J'étais pas là pour ça. Non, j'étais pas là pour ça. Et là, tu te dis, ok. Donc là, en fait, faut que j'arrête. À ce moment-là, fin 2010, il y a la Route du Rhum. Et dans le groupe Mars, il y a une marque qui s'appelle Célébration. C'est tous les petits sneakers et tout dans les petits paquets Célébration. Et Célébration était partenaire d'événements liés autour de la Route du Rhum et de bateaux. Donc notamment de Luc Coquelin, où avec Célébration M&M's, on le sponsorisait, qui était un skipper guadeloupéen. Et en fait, pareil, je me retrouve avec mes marques M&M's et Célébration sur un événement Route du Rhum où je vois tout l'univers du rhum et de mes parents qui sont là, et moi j'ai la mauvaise casquette, quoi. Donc très rapidement, après la Route du Rhum, quelques mois après, j'ai dit à mon père, écoute, j'aimerais bien venir, qu'est-ce que t'en penses, comment on peut faire? Il hésite beaucoup, honnêtement, il hésite beaucoup parce qu'on n'est pas sûr, parce que il faut qu'il me paye, et parce qu'il faut un projet, il faut savoir pourquoi je viens, et moi je viens pas juste pour rafistoler 2-3 choses, je viens avec un objectif de développement, donc faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et donc, je termine chez Mars le 31 mars 2011 et je commence à la distillerie le 1er avril 2011. A priori, pour toi, ça n'a pas non plus été un facteur de doute, le côté travailler en famille avec ton père, a fortiori, et pour démarrer, un peu plus tard ton frère. Enfin, est-ce qu'il y a eu un doute là-dessus? Parce que c'est pas forcément simple et évident de travailler en famille. D'autres invités qu'on a eus, que ce soit Franck Dormois ou même Alexandre Gabriel, ils disent que du coup tout devient un joyeux mélange, surtout quand on habite en gros à côté des champs. Enfin, tous les employés sont un peu de la famille aussi, tout ça se mélange. Est-ce que toi tu l'as vu un peu de l'extérieur avant d'y bosser, tu as vu comment tout ça se passait, mais donc est-ce qu'il y avait une crainte de bosser en famille? En total. Et elle est encore très existante aujourd'hui. En fait, à ce moment-là, quand j'arrive, je me prends un premier coup de massue, c'est chez Mars. T'as un problème avec l'imprimante, t'appelles l'informaticien, il te règle l'imprimante, t'as besoin d'un café, on va te chercher un café, etc. C'est des conneries, mais en fait, tu te retrouves avec ta bite et ton couteau et dis, bon, faut bosser. Et donc ça, en fait, je l'anticipe pas. Le choc thermique entre on fait tout pour moi et je dois tout faire, ça, je l'anticipe pas. Et au bout de quelques jours, je dis à mon père, écoute, je vais galérer plus que prévu, il faut que tu me laisses tranquille 4 mois. Ça va te faire bizarre, tu vas devoir me payer pendant 4 mois, tu vas pas entendre parler de moi, mais j'ai besoin de 4 mois pour oublier les 5 ans de chez Mars et revenir avec de vrais objectifs. Et dans 4 mois, je te présente une stratégie pour les 30 prochaines années. Et ensuite, l'aspect familial, il est très facile avec mon père à ce moment-là, parce que on se dit facilement les choses. Je prends un exemple tout bête, très rapidement on réalise que tu parlais de tout mélanger, mais moi j'avais l'habitude de partir en vacances avec mes parents, avec ma femme, mes enfants, etc. Enfin, pas mes enfants à ce moment-là, mais en famille. Et très rapidement avec papa on se dit c'est pas possible qu'on prenne le même avion. C'est la première anecdote, et moi j'ai un souvenir d'une discussion assez compliquée où ma mère, ça lui fait pas plaisir qu'on puisse déjà anticiper la mort, anticiper l'avenir. Et en fait il dit mais non, mais si lui et moi on prend l'avion et que l'avion se crache, c'est la perte de la distillerie. Donc, on aborde très rapidement ce sujet-là avec mon père, et le sujet est facile. Ma mère, c'est plus compliqué. Ensuite, effectivement, travailler en famille, tu essayes, moi j'ai abandonné cette histoire-là, mais en fait, tu essayes de dire, bon, le dimanche, on parle pas boulot. On est en famille, il y a les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, donc on va pas parler boulot. Tu parles. Déjà, le premier réflexe, c'est quand tu arrives chez les parents, c'est de te faire un petit punch. Donc, bon, quelque part, c'est un peu de boulot, quelque part. Et en fait, très rapidement, c'est pas possible. Donc, c'est la chose la plus difficile, c'est de vouloir compartimenter. Or, c'est impossible de compartimenter.
Et oui, c'est quelque chose effectivement d'assez complexe encore aujourd'hui. Ouais. Ok. Originellement, comme tu l'as dit, tu arrives avec la casquette de responsable commercial marketing. Et puis dès l'année suivante, parce que tu vas apprendre un peu auprès des différentes personnes, des différents postes, etc. Et puis il y a un poste qui t'intéresse beaucoup, c'est le chai, Mm. c'est responsable du vieillissement. Comment ça se fait? Comment se passe cette année-là où tu as déjà ta première casquette et puis tu vas en enfiler une seconde? En fait, ça vient assez naturellement, mais c'est lié au fait que je réalise que pendant les 4 mois pas de pause, mais de travail, d'introspection que je fais, je réalise qu'en fait, si je veux que les choses bougent, il faut les faire moi-même. Mhm. Et je peux pas attendre, alors j'ai des idées, et je peux pas attendre que mon père veuille bien avoir le temps de faire ça, et je peux pas lui en vouloir parce il est au four et au moulin. Ouais. Et donc forcément, déjà, donc moi enfin, mon diplôme, j'ai un master en marketing, donc c'est mon métier premier. Donc tout de suite, la première décision que je prends, c'est rechanger, relooker tous les packaging. Les ROM étaient très bons, il n'y avait pas de sujet, il y avait un peu plus de références à ce moment-là que ce qu'on a dit tout à l'heure, Ouais. ils avaient déjà créé le 40, le 50, le 62 degrés était déjà créé, il y avait un vieux 3 ans, un vieux 6 ans, donc la gamme était déjà un peu plus large, mais effectivement, j'identifie très rapidement que la problématique, c'est l'appétence du packaging. Et puis après, une fois que tu dis, bah, je vais faire des packaging, tu dis très bien, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Mhm. Et là, à ce moment-là, il y a aussi une affiliation avec mon père et Grégoire Ayotte sur Carruquera, et en fait, il redonne la main à Carruquera sur la partie vieillissement. Et là, je me retrouve aussi contraint d'avoir affaire à Grégoire pour dire, bah, je veux goûter tel rhum, tel rhum. Il y avait des mécanismes de rachat de rhum vieux parce qu'il y avait des transferts de stock, donc il fallait racheter des rhums vieux, il me fallait l'autorisation de Grégoire. Bah, je comprends pas, moi, à ce moment-là. Je dis, mais je peux pas, j'arrive dans un truc, j'ai les pieds et mains liés, on peut rien faire, ça n'avance pas, c'est pas possible. Et donc, effectivement, très rapidement, je décide de bouger, enfin, je décide de bouger. Je rencontre des tonneliers. Et c'est à la rencontre de certains tonneliers où, effectivement, je me dis, mais on peut le refaire. Faut juste modifier le bâtiment d'en haut. On va supprimer 2-3 tanks. On va supprimer 2-3 choses. On va faire le ménage. Rien n'est aux normes. Mais il faut qu'on reprenne notre liberté. Et donc, à partir de 2012, effectivement, on réintègre une partie du chai. Donc à ce moment-là, on a 80-84 fûts, si je dis pas de bêtises. Et il faut effectivement, c'est l'avènement du rhum agricole. On passe de 100 bouteilles de rhum vieux vendues par mois où on nous en demande 10 000. Et en fait, t'as rien. Donc en fait, il faut faire avec les moyens du bord. Et il faut reprendre effectivement notre liberté. Et oui, il y a un espèce de coup de foudre à ce moment-là où je suis enfermé dans ce chai qui est encore une fois pas aux normes, d'une humidité incroyable, avec des termites d'un côté, et, et là, honnêtement, c'est très imagé ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce sentiment très émotionnel de dire tu as une espèce de lumière qui rentre dans le chai, ça brille, ça met en avant toutes les toiles d'araignée, et là tu dis le téléphone passe pas, et tu dis putain, est-ce que c'est pas ça la liberté? Mhm. Et là, tu dis, OK, c'est ça que je veux faire. Par contre, j'y connais rien. Soyons très clair, j'y connais rien. Et bah là, tu goûtes beaucoup. Tu goûtes, tu fais des essais, tu rencontres des gens. Et moi, j'apprends particulièrement, effectivement, par rapport à mon père et mon grand-père, aux écrits de mon grand-père, mais surtout par rapport à mon père. Mon grand-père était déjà plus là. Et surtout, par rapport aux tonneliers que je rencontre. Et ça, c'est formidable. Donc oui, j'ai une appétence, mais c'est un coup de foudre, c'est pas prévu ça. Ok. Et du coup, tu occupes les deux postes. Bah, à ce moment-là, effectivement, il y a toute la partie commerciale que je reprends, il y a toute la partie marketing, effectivement, qui n'existait pas, donc que je développe, toute la partie, donc l'export, évidemment. À ce moment-là, j'essaie de changer de distributeur aussi quasiment au début quand j'arrive, voire même avant. Et puis le chai, la mise en bouteille, pareil, la mise en bouteille, fallait qu'on reprenne notre liberté sur la mise en bouteille, donc je décide d'acheter une mise en bouteille. Et puis oui, au fur et à mesure, la partie tourisme qu'il faut que je récupère très rapidement aussi. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Donc ça fait oui, les casquettes viennent très rapidement. Mais ça, c'était prévu dans les 4 mois que j'avais écrit. On va passer des étapes, on va essayer de les passer vite. Et parce qu'il faut qu'on bouge, parce que c'est maintenant qu'il faut bouger.
Donc oui, les casquettes, j'en prends un paquet. J'en récupère encore quelques-unes ces dernières années, mais à ce moment-là, je les prends quasiment toutes d'un coup. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où le François maître de chai est en conflit ou en opposition avec le François responsable marketing? Ah Est-ce que non, tu as des certaines idées qui tu te dis non, bah non, bah ça, j'aimerais bien le faire, mais ça va pas coller? Ou c'est vraiment l'inverse, quoi? il y a le risque de vouloir aller trop vite, de comprendre qu'un mieux, ça prend quand même du temps. Mm. Encore une fois, c'est un métier que je ne maîtrise pas. Non, c'est presque, j'ai envie de dire, l'avantage. Il suffit que j'ai goûté un truc pour me dire, ok, bah, la casquette marketing va savoir comment faut le packager, Ouais. comment faut le vendre. Mm. Et à l'inverse, il suffit que le marketeur ait une idée pour que je la mette en place très rapidement derrière. Donc les deux sont extrêmement liés et je pense qu'à ce moment-là, les deux sont extrêmement efficaces. Ouais. Parce que je me mets très facilement d'accord avec moi-même et du coup ça permet de lancer des produits très vite. Ouais. C'est sur le long terme, donc ça c'est facile, je suis tout seul à ce moment-là. Après sur le long terme avec les équipes, voilà, j'ai des équipes formidables mais qui parfois m'ont reproché encore aujourd'hui de vouloir aller trop vite et ils ont du mal à suivre. Mhm. Mais bon, ça on s'en accommode. Mhm. Est-ce que on parlait de potentiels points de doute, ou pas forcément de friction, mais d'un peu de doute sur le travail en famille? Est-ce qu'à l'inverse, il y a des avantages immédiats auxquels tu peux penser, auxquels moi qui travaille pas en famille, j'y penserais pas, mais des trucs où tu te dis, heureusement que je bosse avec mon père, avec mon frère, pour tel genre de situation? Alors, avantages, oui, à ce moment-là, qui sont presque devenus des inconvénients dans la suite. Je m'explique, à ta question, je vois un avantage direct, c'est que tu peux prendre une décision en famille très rapidement, et n'importe quand. Ça peut être à midi, ça peut être à 23h, ça peut être dimanche après-midi. Et à ce moment-là, on doit être, pour le coup, donc là on est en 2012-2013, on a une vingtaine, 25, 26 collaborateurs. J'ai pas de grosse équipe derrière moi, j'ai une stagiaire avec moi qui deviendra ma collaboratrice après, qui s'appelle Alice. On a Franciane qui est une historique, qu'en fait la décision tu la prends et tu la fais toi-même. Mhm. Après, quand tu grossis et que tu mets plein d'autres équipes, ce genre de choses, tu peux plus le faire. Parce que après, les équipes disent, mais ouais, vous avez encore pris une décision dimanche après-midi, je suis concerné un peu par le sujet, comment ça se fait que je la prends 3 semaines après? Ouais. Donc c'est là où je dis, à un moment donné, ça devient un inconvénient. Par Ouais, contre, d'accord. effectivement, non, c'est facile parce que à ce moment-là, tu sais plus si tu es dans le boulot ou t'es pas dans le boulot. Tu es en train de déjeuner avec ton père un jeudi midi ou un dimanche midi, tu dis ok, j'ai eu cette idée-là il y a 3 jours, ou l'inverse, lui me dit j'ai cette problématique ou j'ai cette envie-là, et tu dis ok, c'est facile. Et là tu manges, c'est dimanche midi, puis tu as pris une décision, puis lundi matin, dans la nuit de dimanche à lundi matin, tu as trouvé la solution. Donc oui, ça c'est très facile. Après pour les équipes, c'est difficile à suivre aussi du coup derrière. Et ensuite, c'est là encore une fois, donc là c'est plutôt quand les enfants arrivent, mes enfants arrivent, où tu essayes un peu plus de compartimenter, tu dis attention, je vais pas prendre du temps papa là maintenant parce que là faut que je m'occupe des enfants. Et donc là aussi c'est des recadrages que tu dois refaire et qui sont pas évidents parce que tu as eu des habitudes. Pour moi-même, j'avais des habitudes et tu te perds un peu dans le sujet, donc faut recalibrer à chaque fois. Donc c'est pas des moments de doute, c'est des moments où en fait tu y vas plus à l'instinct qu'à l'organisation et ça peut faire défaut. Il faut s'adapter à une nouvelle situation. Ouais. Familiale. Oui, bien sûr, évidemment. Cet équilibre, avoir un minimum d'équilibre pro-perso. Tu parlais de la refonte des étiquettes, du visuel, des bouteilles. Donc ça a été ta première mesure mise en place chez Longto. Au niveau du vieillissement, ça a été quoi la première mesure au niveau des chais, des fûts, qu'est-ce que tu as mis en place le plus tôt possible sous cette casquette-là? En fait, on arrive 2011, 2012, 2013, on arrive au début effectivement du boom du rhum, donc on est quand même très demandé par les tonneliers. Historiquement, la maison travaillait avec Seguin Moreau sur des petits volumes, je parle de 80-90 fûts. Lorsque je les rencontre, j'ai pas la connexion. Moi, j'ai besoin d'une connexion humaine. J'ai besoin de fluidité humaine. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'apprendre. Et la majorité des maisons, des tonnelleries que je rencontre à ce moment-là ne m'expliquent pas leur métier. Je ne comprends pas le métier. Ça veut dire qu'ils me disent il faut ça pour telle raison, il faut ça. Je dis oui, mais en fait... Et
quelque part, à la fois, j'ai pas travaillé avec ces gens-là parce que j'avais pas cette relation et le besoin humain dont j'avais besoin. Et en même temps, ça me force à pousser une réflexion de pourquoi on fait du rhum vieux. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut donner? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on fait du rhum pour nous? Est-ce qu'on fait du rhum pour les autres? Mais finalement, on n'a que 80, 100, 200 fûts, etc. au fur et à mesure. Donc en fait, tu vas pas atomiser un marché, tu vas pas envoyer du stock et des volumes colossaux. Donc comment on fait? Et donc là, à ce moment-là, je passe dans une réflexion de, on doit construire une signature aromatique. Et puis surtout, c'est qu'il y a une rencontre incroyable qui est avec Quintessence, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. C'est Emmanuel Boudaric. C'est la première personne qui vient dans mon bureau et qui m'explique, au-delà qui m'explique, il me parle de notre homme. Humainement, on passe une heure et demie formidable. On rigole, je dis ok, moi je veux bosser avec toi. Et en fait, mon père et mon grand-père, historiquement, ont toujours fait des fûts d'occasion, des ex-cognac. Et donc, je me dis, bon, c'est ça, c'est potentiellement ça la signature de la maison, et donc je dois m'arrêter là. Et donc, au bout d'une heure et demie qu'on rigole avec Emmanuel, je dis, bon, ok, très bien, je commande un conteneur de 84 fûts, de 350 litres, ex-cognac. Il me dit, non, non, c'est pas compris, je fais pas de ex. Je fais pas de fûts. C'est marrant que ce soit arrivé qu'à ce moment-là, la conversation. Et ça vient à la fin de la conversation, parce que je le comprends pas. Peut-être qu'il me l'avait dit, mais Ouais. on rigole tellement que je le comprends pas ou je l'oublie. Et je dis, mais merde, fais chier, c'est moi, je voulais bien travailler avec ce type. Et il me dit, écoute, c'est pas compliqué, je vais t'offrir un tonneau. Et il avait goûté donc, je sais pas depuis combien de temps il était en Guadeloupe. Alors, la petite anecdote, c'est que je l'ai appris bien longtemps après, mais c'est que c'est Emmanuel Béchaud de chez JM qui l'emmène chez nous. Et pendant que je fais le rendez-vous avec Emmanuel Boudaric, visiblement, Emmanuel Béchaud est dans la voiture en train d'attendre. Ok. Donc ça, c'est la petite anecdote que j'ai appris des années après. Ouais. Et donc ça, c'est toujours sympa aussi d'avoir des confrères qui donnent des coups de main. Et donc en fait, il m'offre un tonneau et il me dit, bah voilà, je connais très bien votre rhum Longto 50 degrés, donc le classique. Il a tel profil, tel profil, tel profil, donc je vais te donner un tonneau et tu verras dans 6 mois, je vais te rappeler et tu auras passé sur tel profil, tel profil, tel profil. Je goûte tous les jours. À ce moment-là, le gars m'excite, je trouve ça incroyable. C'est le premier tonnelier qui me parle de notre rhum. Il n'y a pas un tonnelier qui a abordé le sujet rhum. Les tonneliers abordent les sujets tonneaux, mais ils ne parlent pas du rhum. Et lui me parle que de notre rhum. Et donc je trouve ça formidable. Évidemment, j'attends pas 6 mois pour goûter. Tous les mois, je goûte. J'attends impatiemment qu'on se rappelle. Et en fait, il avait raison. Il avait raison. Alors, c'était pas du tout ce que je recherchais. Mais il avait raison sur ce qu'il m'avait promis que ça allait donner. Et donc là, je m'acoquine totalement avec Emmanuel. Et là, on bosse, on fait des essais. Je rachète un tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux, 4 tonneaux. On fait des essais jusqu'à trouver le profil aromatique Longto. Et on en sort ma première création, qui est le Prélude, qui vient directement de ce travail-là. Ça, c'est la première. Ça, c'est ma toute première création, qui est issue de ce gros travail qu'on a fait avec Manu, pour effectivement en tirer cette aromatique. Ça vient de discussions aussi avec mon père, avec mon frère déjà à l'époque, où en fait, est-ce qu'on ne doit pas faire des rhums vieux qui nous ressemblent? Et en fait, le surboisage, les surboisés, bah nous, on est des hommes du terroir, de la terre, et on veut que c'est le goût de rhum blanc. Moi, je suis un fan de Calvados, je l'ai toujours dit. Et moi, un Calvados de 30 ans ou 50 ans, ça sent encore la pomme ou le cidre. Et en fait, un très vieux cognac, un très vieux armagnac ou un très vieux rhum, à un moment donné, bah, tu oublies le raisin pour l'armagnac et cognac, et puis tu oublies parfois la canne pour le rhum. Et donc là, j'ai ma signature, et on l'a construit comme ça à partir de 2014, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que je me rappelle certains vieux Longto, VSOP par exemple, je me rappelle, qui étaient boisés. Qui était complètement boisé avec des choses où là encore une fois je me fais aider de confrères donc quand je dis je me fais aider de confrères, c'est qu'on achète du rhum vieux à certains confrères pour doser, pour surdoser. Je ne demande pas de certifier ou pas, mais c'est vraiment un profil Ramoninck. Oh oui, tout à fait. Donc c'était vraiment dans l'ambition en fait j'avais à ce moment-là j'ai très peu de quantité. Et donc les fûts de ex-cognac sont très usés. Et donc en fait commercialement, mais c'est là où je me perds, mais en fait je me cherche encore à ce moment-là. Et donc en fait je goûte. Donc moi je connais très bien tous les rhums de Guadeloupe et je me dis le Ramoninck est un cran au-dessus. Je vais passer un petit coup de fil pour voir si ils peuvent me permettre de doser. Je voulais pas utiliser de bûches, de machin, de choses comme ça. Et donc le Ramoninck m'a effectivement permis de doser des équilibres
Donc toute la gamme, pas les premiers, mais enfin en tout cas pas tous non plus, mais VS, VSOP ont été effectivement dosés à un moment donné pour apporter plus de structure et plus de boîtes que nous on n'avait pas de rendu. Et effectivement, c'était en attendant le travail qu'on faisait sur le chêne neuf, qui n'était pas une évidence absolue sur le chêne neuf à côté. Et donc à côté, j'avais mes petits préludes et ce qui aujourd'hui toutes les collections qui sortent sont effectivement de cette veine de fût de chêne neuf qui représente plus de 55% de nos tonneaux aujourd'hui. Ouais, parce que, mine de rien, ça prend énormément de temps, bien sûr, de mener ce genre de test. Ah oui. Puisque faut le temps autant, et ça prend beaucoup de temps. L'agrandissement du chai, il y a un objectif d'avoir plus de 3000 fûts, c'est ça? Oui, on n'y est pas encore, mais oui. On est à combien, là? On est à 752, si je te dis pas de bêtises. 752, sachant qu'au moment où tu reprends, il y avait 80. Ouais, exactement. Ça fait déjà presque x10. Exactement. Il en manque encore quelques-uns, mais ça arrive. Ce besoin d'augmenter drastiquement les capacités d'élevage, c'est vraiment pour deux choses, si j'ai bien compris: t'adapter à la demande qui explose, et puis au début, quand elle explose, t'as pas encore le matos. Ouais. Et puis aussi pour pouvoir proposer juste de nouveaux produits, avoir une gamme plus développée. On est vraiment dans cette optique-là, c'est ça? Oui, cette double optique. On est dans cette optique-là, et puis je me permets d'en rajouter une, c'est qu'on a un outil industriel vieillissant. Donc en fait, on a aussi un besoin de marge financière pour pouvoir construire le futur. Et ça, c'est la partie la plus longue. Donc en fait, et on sait que c'est évidemment sur le rhum vieux sur lequel tu peux dégager le plus de marge possible. Pour pouvoir faire des mises aux normes, faire des travaux, améliorer l'outil industriel. Comme toute mise aux normes, c'est des choses que tu maîtrises pas. C'est une fois que tu as quelqu'un qui décide que la norme c'est ça, que tu dois t'adapter. Donc on doit anticiper tout ça. Donc en fait, le rhum vieux, au-delà de ça, c'est vrai que c'est pas un réflexe familial. La famille Longto, vraiment, c'est le blanc. C'est des amateurs de blanc. Et mon père aujourd'hui, c'est vraiment, s'il a des amis autour, qui va voir tout le monde boire un rhum vieux, qui va se mettre un rhum vieux. Mon père, il peut faire un repas au rhum blanc, il fera que du rhum blanc, et il prendra 10 jours en rhum blanc, ça lui ira très bien. Donc là-dessus, c'est vraiment effectivement la construction et une volonté de faire quelque chose de différent. Donc là, encore une fois, moi j'ai toujours entendu mon grand-père me dire les tonneaux neufs, c'est pas possible. Parce qu'en fait ça boisse trop, parce qu'en fait tu maîtrises pas, et c'est vrai que c'est là où Emmanuel, encore une fois, arrive avec non mais attention, oui, avant on faisait des tonneaux pour le vin, et on vous envoyait les mêmes. Là, on s'est adapté. Nous aussi, on a changé notre manière de travailler et on fait des tonneaux pour les spiritueux. Et on a construit la signature Longto avec Emmanuel sur le choix du profil, le choix du grain, la quantité. On utilisait des tonneaux de 350 litres. On est passé sur des tonneaux neufs de 225 litres. C'était pour moi le meilleur rapport quantité-qualité. Extraction qu'on souhaitait avec des grains fins et des chauves traditionnels. Donc tout ça, on a travaillé avec Emmanuel, donc pour avoir nos tonneaux à nous. Le fait de changer non seulement la politique de la maison sur les vieux, de changer les étiquettes, comment ça se passe là avec ton père? C'est-à-dire que, en plus, je crois que tu parlais de mise aux normes. À ce moment-là, il y a des mises aux normes, donc il n'y a pas de budget. Il te fait confiance sans être regardant, ou il essaye d'évaluer ce que ça promet Non, honnêtement, il fait confiance assez rapidement. On fait un emprunt de ce qui est, à mon avis, extrêmement rare dans ce monde-là, donc d'où la confiance qu'il a en moi à ce moment-là. On fait un prêt de 100 000 €. Pas pour changer l'outil industriel, pas pour acheter une machine, pour me permettre d'avoir les mains libres sur les switch packaging. Ça demande des graphismes, ça demande de la vision, ça demande etc., etc. Donc je me souviens, on fait un emprunt à la banque de 100 000 € pour mener à bien tous ces changements-là stratégiques. Donc oui, il me fait confiance. Et puis il y a un avantage non négligeable à ce moment-là, parce que le marché est en plein boom, c'est que la croissance, elle se fait de manière colossale. Donc en fait, t'as même pas besoin de vérifier les chiffres pour te rendre compte que ça cartonne. C'est que tu le vois au quotidien, où avant tu remplissais ton camion de livraison, même en Guadeloupe, je veux dire, tu remplissais ton camion de livraison avec 4 cartons, et là c'est le camion, il suffit pas.
Et ça, c'est un changement radical en quelques semaines, en quelques mois, une fois que les packagings sont changés. Donc, il a même pas le temps d'aller voir les chiffres, ça va très vite. L'effet est aussi immédiat. immédiat que Immédiat. Immédiat, j'ai une référence en tête, c'est le ambré à l'époque, donc le 18 mois Longto, qui était à 40 degrés à l'époque. On vendait 125 bouteilles en moyenne de 70 centilitres par mois. On est passé au changement de packaging, on est passé à 2500 bouteilles d'un coup. C'était radical. Donc ça, en fait, donc oui, il fait confiance et puis en fait, ça se voit physiquement. Ouais, si le retour est très Ça très se rapide, voit, ça se voit tout de suite. Donc après, effectivement, ça marche bien. Quelques années plus tard, donc là, je m'étais occupé que des rhums. Et quelques années plus tard, je m'occupe effectivement des ponches qui existent. On fabrique des ponches depuis 96, si je dis pas de bêtises. Et là aussi, le packaging était très vieillissant, mais c'était des produits qu'on n'exportait pas à l'époque. Donc je m'étais pas occupé de la relance packaging là-dessus. Je avais gardé ça pour plus tard. Ça marchait suffisamment en Guadeloupe. Et pareil, quand on relance les packaging sur les ponches, en plus on les exporte, pareil, ça se voit physiquement rapidement. on triple les volumes dans la foulée. Donc oui, c'est des coûts qui sont importants, mais à ce moment-là, qui marchent très très bien. Et en même temps, qui nous permettent effectivement de développer notre propre style au fur et à mesure. Et donc derrière, tu as les passages effectivement sur des collections. Donc là, il fallait, au-delà de changer que le packaging, j'ai aussi fait toute la structuration des collections. Pourquoi parfois on achètera un 50 ou un 62 et pourquoi parfois il faudra peut-être qu'on achète autre chose. Et puis on parle de finance à un moment donné où quelle est la manière la plus rapide pour faire monter les marges sans attendre 3 ans de vieillissement, c'est faire du rhum blanc premium. Donc ça arrive très vite. Ouais. On a déjà évoqué les inconvénients, certains inconvénients et certains avantages de bosser en famille. 2 ans après ton arrivée dans la maison, je crois que c'est ton frère qui t'emboîte le pas, en quelque sorte. 3 ans. 3 ans. Ouais. Est-ce que la répartition des rôles se fait naturellement? Lui, il est responsable de production, donc il est plus sur le coulage, enfin sur la distillation. Ton père est plus sur la partie agricole, et toi sur la partie vieillissement. Maintenant, c'est ce qu'on sait, mais est-ce que les pièces se sont imbriquées très naturellement comme ça ou... C'était très clair pour mon père. Okay. Pour être totalement sincère, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc on est en 2013-2014, il y a 2 choses. C'est-à-dire que mon frère fait ses études, il rencontre sa femme, et sa femme est moitié belge, moitié malgache, mais elle n'a pas fini ses études. Donc mon frère décide de rester avec elle en Belgique, et il ne parle pas le flamand, et donc il galère. C'était dans la partie flamande, ok. Et donc il galère, il trouve pas d'emploi, et il galère, et donc mon père, on lui envoie tous les mois un petit peu d'argent pour qu'il puisse vivre tranquillement en Belgique aux côtés de ce qui est sa femme aujourd'hui. Et au bout d'un moment, mon père en a marre. 1, il en a marre. 2, c'est au moment où mon père décide d'améliorer l'outil agricole, enfin l'outil de production, où en fait historiquement on était encore à la machine à vapeur, et on passe à un système hydraulique. Donc là on change tous les moulins, on récupère des vieux moulins de damoiseau qu'on refait nous-mêmes, on a encore cette capacité de tout faire nous-mêmes sur site. Donc on reprend les moulins de damoiseau, on les refait à notre sauce, et ces moulins, au lieu de les engrener à la vapeur, parce qu'ils sont trop lourds, et puis la machine on n'arrive plus à la réparer, on n'arrive plus à l'entretenir, on passe à l'hydraulique. Ce qui fait que, à la fois, on augmente la rapidité de la production et forcément la quantité de la production. Et du coup, jusque-là, mon père arrivait à la fois à être au champ, à couper la canne, à approvisionner la distillerie, parce que la canne, finalement, tu vas la couper en 1h30 de temps, 2 heures de temps, tu as effectivement ce qu'il te faut pour la partie production, et il revenait à la distillerie vers 10h du matin pour suivre ses fermentations et les fins de distillation. Vu que l'outil va plus vite, il a plus le temps. Et donc, à la fois, il en a marre d'envoyer de l'argent à mon frère, et à la fois, il a besoin de quelqu'un pour suivre les fermentations à sa place, parce que le système va aller trop vite. Si je dis pas de bêtises, on devait faire, à l'époque, avec la machine à vapeur, on faisait 1,5 cuve, 2 cuves de vin d'équivalent 16 millilitres chacune. On passe à 4, donc on double la production, voire même 6 de temps en temps, en fonction des périodes. Et donc, ouais, là, ça pouvait plus suffire. Et mon frère, il est de formation contrôleur de gestion. Donc c'est pas une évidence absolue, mais non. Ça, mon père, ça lui est égal. C'est j'ai besoin de quelqu'un de confiance là, donc tu vas être là. Okay. Et donc mon père lui apprend le métier, et notamment les fermentations. Ouais. Et ce qui, j'allais dire révolutionne, non, mais en tout cas qui a un gros impact sur le changement qualitatif de nos rhums blancs notamment, parce que la maîtrise de la fermentation est un élément essentiel. Et là aussi,
il y a un style. Et ce style-là, il arrive à le faire perdurer aujourd'hui parce que c'est devenu un expert fermentation. Alors, il va jamais te faire des choses ultra lunaires, hein, c'est la maîtrise de la signature Longto. Ça, c'est capital. On parle de fermentation de combien de temps d'ailleurs? Ça dépend. 48 heures. 48 heures pour l'intégralité? Pour l'intégralité, alors il y a un petit switch sur les récoltes du vendredi qui sont distillées le lundi. Donc sur le vendredi, tu as 3 jours. On fait tenir 3 jours parce que dimanche, on ne travaille pas, c'est sacré. Enfin, vous travaillez, mais autour d'une table. Exactement. On est sur le produit fini à ce moment-là. Voilà. Tu évoquais des gammes. Et on a vu plusieurs gammes apparaître ces dernières années, ces derniers 10 ans, on va dire. J'en parlais en intro, on a vu le Genesis, par exemple, alors après qui se décline en version ESB vieillie, XO maintenant aussi, et puis il y a la gamme Harmony, qui sont on pourrait dire des no-edge statements. Comment, pour les NAS, les no-edge statements, comment te vient cette idée, si c'est toi d'ailleurs l'instigateur du projet, mais je crois que c'est le cas. Comment tu te dis, est-ce que c'est en t'inspirant de certains whiskies ou est-ce que c'est juste, tu te dis non, on va s'écarter de la nomenclature traditionnelle pour se concentrer sur autre chose? Comment ça se passe? Non, on est vraiment dans le... En fait, à ce moment-là, il y a l'avènement aussi des Rumfest et donc le contact client. Qu'on n'a pas trop encore à ce moment-là, on a le contact en Guadeloupe, mais on n'a pas le contact consommateur, si ce n'est, il n'y a pas encore énormément de cavistes, Christian, il vient de démarrer à peu près, il n'y a pas énormément de cavistes, donc le vrai contact avec le consommateur, il se fait là. Donc là, tu as les premiers retours, et puis moi, j'ai effectivement cette facilité à entendre plus que ce que le consommateur te dit. Et en même temps, je sais ce qu'on a derrière et je sais ce qu'on peut faire. Donc, les premiers sujets, les première nouvelle collection, en fait, ma réflexion, elle est plutôt marketeuse au départ. C'est-à-dire que tu sais que tu as ta gamme classique. Et ça peut pas te suffire. Ça peut pas suffire parce que tu ne peux pas t'adresser à toutes les typologies de clients avec un seul typologie de produit. J'ai évidemment le retour plutôt guadeloupéen. En Guadeloupe, il n'y a pas de cave. On n'a que des restaurants et on n'a que des enseignes, Carrefour, Leclerc, etc. Et puis, effectivement, on commence à toucher l'export, et notamment donc l'Hexagone, où, effectivement, la stratégie, c'est moi, je veux pas aller en grande surface tout de suite. On n'est pas prêt. Ça va déclencher des volumes, on ne peut pas suivre derrière, donc ça sert à rien, il faut aller petit à petit. Donc, le sujet caviste arrive sur la table, et là, tu te rends compte assez rapidement que tu peux pas proposer la même chose. C'est pas possible, il faut faire une différence. Et d'un autre côté, moi j'entends toujours parler mon père de cette récolte-là et ce disque-là, il est incroyable parce qu'il vient de telle parcelle et c'est meilleur que cette parcelle-là, etc. Et je dis, ça veut dire qu'il y a des différences entre... Ah bah oui, c'est sûr et tout, goûte ça. Et là tu dis, ok, donc là c'est, j'ai ma solution pour un rhum blanc premium, pour faire plus de marge, pour anticiper les problématiques de vieillissement. Donc les premiers sujets qui sortent, c'est les parcellaires avec 1 et 9, si je dis pas au tout début, en 2014. Ensuite, effectivement, j'ai toujours VS, VSOP qui sont des sujets qui avaient été... marketing, enfin les appellations, je les avais un peu subies. C'est-à-dire que moi je savais qu'il fallait que mon distributeur de l'époque, c'était Grand Chat France, nous demandait du volume en vieux et j'en avais pas. Et à la fois fallait qu'on ait une compréhension du sujet. Un 3 ans et un 6 ans, nous on avait un 3 ans et un 6 ans, ça suffisait pas pour Grand Chat, il voulait des volumes plus costauds. Et donc en fait, j'avais fait le choix de pas forcément faire plus de volume, mais de valoriser, et il m'avait dit à l'époque, il faut faire VS, VSOP, XO, parce que c'est les appellations qu'à l'étranger, on connaît. Mais j'ai jamais été à l'aise avec ces appellations-là, parce que je jamais compris, enfin c'est pas que j'ai jamais compris, c'est-à-dire que j'avais toujours une problématique avec l'âge d'un VS ou d'un VO en rhum, c'est pas le même âge qu'en cognac, et pareil pour le VSOP, pareil pour XO. Et en même temps, à l'époque, on faisait faire nos analyses au BNIC à Cognac, et j'avais entendu dire que les appellations allaient évoluer dans le monde du cognac, donc je me dis, il va y avoir encore une différence. Mais bon, si Cognac le fait, ça veut dire que nous, on va mécaniquement suivre aussi les appellations. Donc c'est pour ça que je fais des assemblages assez larges. Le VS, c'était un 3-6 ans. Le VSOP, c'était un 6-8 ans, 6-9 ans, je sais plus. Et l'XO, il était au-delà de 8 ans.
Donc j'avais déjà un VSOP qui avait la possibilité d'être appelé XO à l'époque parce que j'anticipais. Et puis finalement, on arrive avec l'IG Guadeloupe qui finalement dit non, mais on garde les âges historiques. Voilà, je me dis là, non, là, moi j'aime pas du tout là. Faut que je m'en écarte. Là, faut qu'on s'en écarte. Ouais. Et en même temps, en parallèle, mon chai, mon évolution aromatique se construit. J'ai prélude enfin, j'ai ces tonneaux qui commencent à évoluer, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Je sens ces notes de noisette, ces notes de pâtisserie absolument incroyables. Et je me dis, attends, j'ai un truc là, mais en fait, est-ce que c'est pas le moment de pas coller au marché? On s'en fout des appellations, autant créer les nôtres. Et c'est comme ça, effectivement, que vient la gamme Harmonie, donc prélude, symphonie, concerto d'abord. Donc je réfléchis pas non-edge. J'ai pas à ce moment-là le réflexe whisky, je regarde pas ça. C'était vraiment l'identité de me dire je veux quelque chose qui nous ressemble nous. Donc j'ai pas. C'est après qu'on me dit ouais c'est des non-edge. Ouais, ok, très bien. Mais en fait j'avais pas cette notion-là en tête. Ouais. C'était vraiment la notion de me dire je veux quelque chose dont on arrive à se focaliser plus sur l'aromatique que ce qu'il y a dedans. Moi, la vraie histoire de ma vie, c'est le goût. Quelque part, tu t'en fous de ce qu'il y a dedans. Mais il faut que c'est du goût avec un objectif. Est-ce que tu mets un plat en face? Est-ce que tu mets un petit ponge derrière? Est-ce que tu mets un cocktail? Peu importe. Ouais. Mais c'est une histoire de goût. Et ce goût, c'est la magie de l'assemblage. C'est que tu fais ce que tu veux. Juste que l'objectif, c'est le goût. Et donc, Harmonie, c'est ce que j'ai fait. Je voulais un profil pâtissier, je voulais un profil épicé, je voulais un profil gourmand. Et j'ai fait prélude, symphonie, concerto, sans me soucier des âges qu'il y avait dans le produit, sans me soucier des appellations. La seule que j'ai respectée, c'est la notion de rhum vieux agricole ou de élevé sous bois agricole. C'est la seule appellation qui m'intéresse. L'âge derrière du produit, ça m'est égal. Je n'ai construit que autour du goût. C'est toi l'initiateur on parle des parcellaires, de cette collection-là, Harmonie. C'est toi à chaque fois qui est derrière à l'initiative de... Ouais, bien sûr, c'est des discussions. Hein. Parcellaire, c'est pas l'idée de mon père, mais c'est les discussions avec mon père. Je me dis, attends, mais si tu sais faire ça, il faut qu'on le mette en avant. Il faut Genesis, c'est pareil. C'est-à-dire que Genesis, moi je me souviens très bien de Genesis. Je sais plus c'est quel Rhum Fest où en fait on n'a pas de nouveauté. Ah bah putain, quand tu fais un événement de ce type-là sans nouveauté, tu t'emmerdes un peu. Ouais. Les gens te boudent. Donc en fait, on a très peu de monde sur le stand. Je suis un peu dégoûté. Il y a très peu de monde sur le stand. Et puis finalement, quelque chose qui fait mine de rien plaisir, c'est qu'au cours de la journée, les gens reviennent parce qu'ils ont goûté plein de nouveautés, plein de choses. Ils disent bon, ben, on vient se faire plaisir et on vient goûter le Longto 62. Ah. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et t'as des gens qui disent ouais, mais bon, alors en fait, on a l'habitude maintenant. Quand est-ce qu'on fait plus fort? Je fais plus fort, c'est des malades. C'était ça vraiment qui. Mais c'est ça moi qui déclenche. On peut monter encore quoi. Moi c'est ça qui déclenche, c'est que les gens me disent mais on veut monter, on veut monter, on veut monter. Je dis 62, il y a Nesson qui fait déjà du 70 à l'époque. Et donc tu as cette espèce de confrontation aromatique entre l'esprit de Nesson et le Longto 62. Je rentre du Rhumfest. Le Rhumfest, c'est toujours en période de distillation. Je vais voir mon frère à ce moment-là. Je dis, écoute, toi, t'as l'habitude. T'as du distillat dans ta bouche tous les jours. Tu crois qu'on peut vendre ça? Je dis, bah, évidemment, j'en bois tous les jours. Ouais, d'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment vendre ça? Et donc là, pour le coup, c'est avec mon frère où, effectivement, moi, je lui dis, bah, écoute, on va le laisser se reposer. Je fais l'inventaire du chai à ce moment-là. Je vois qu'on a un rhum blanc qui a 1 an. Donc, un brut de Cologne qui a 1 an. On le goûte. On voit une différence colossale entre le sortie de distillation et puis 1 an après. Et je me dis, allez, go, je me lance. Donc on réfléchit avec mon frère, hein, c'est la genèse, c'est machin. Donc on part sur Genesis avec mon frère. Je vois très bien où on était à ce moment-là. Et puis mon père, on lui parle pas forcément du truc. Et puis une fois que mon frère il est d'accord sur le goût, bon, j'ai pas besoin de lui. Je sais ce que j'ai à faire. Ouais. Et j'arrive avec un projet avec mon père. Je dis voilà, on va faire une gamme Genesis, on va faire des brutes de Cologne. J'ai choisi le packaging, on l'a dessiné avec Priscilla, notre collaboratrice au packaging. Et puis bon, par contre, je te préviens. Ça va coûter un peu cher. J'ai choisi une belle bouteille, j'ai choisi du covering, etc. Mais il faut qu'on teste. Et je pense qu'on les vendra dans les 5 ans. Donc voilà, je te préviens juste que ton retour sur investissement, tu l'auras dans les 5 ans.
5 mois après, on n'avait plus de stock. Donc il y avait 5000 bouteilles du premier Genesis à 73,51 degrés, qui était un parcelle neuf en brut de Cologne, qui en fait, au bout d'un an et demi, était prêt, mais j'étais pas prêt en packaging, donc on l'a fait 2 ans. Ok. Donc, mais au bout d'un an et demi, c'était ce que je voulais était fait. Et le temps de faire le packaging, ça fait 2 ans. Donc on dit bon, on va faire des 2 ans et on est parti sur cette aventure de brut de Cologne qui a cartonné. Ouais. Mais avec toujours l'objectif de dire ok, on va aussi mettre en vieillissement pour voir comment ça réagit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un élevé sous bois, un vieux de 4 ans et un vieux de 6 ans. Mais la magie du brut de Cologne, elle vient de ça. Il faut écouter les gens, faut savoir, faut connaître son entreprise, faut savoir ce qu'on a dedans, faut connaître ses capacités, et puis surtout, faut écouter les gens. Je me rappelle, je crois que c'était à Spa où tu avais amené c'était même pas la bouteille définitive, je crois, mais c'est un Spa où j'étais allé et tu faisais goûter, je crois. Alors, le brut de Cologne, la première fois que je le fais goûter, c'est avec Grégory Barandon et Adrien Pinheiro de Beauvais, de Vienby Beauvais. Ok. Donc on fait un masterclass, je fais un masterclass avec eux, c'est la première fois que je fais un masterclass pairing où ils avaient acheté des Roquefort, des fromages extraordinaires avec Florent Dubosson à l'époque aussi, où ils me sortent des fromages. C'est la première fois que je fais un accord rhum et fromage, et j'ai un souvenir d'un 55 Longto et Roquefort extraordinaire. Et ma petite surprise, c'est que je débarque avec des trucs écrits à la main pour faire goûter. Et là, quand tu vois toute l'équipe BNB et les gens qui étaient là, qui disent ouais, c'est génial. Est-ce que je l'emmène à Spa derrière? Je me souviens plus. Mais la première fois que je le fais goûter, c'est Vienby Beauvais, ça c'est clair. Et ensuite, on le présente, je pense, packaging fini sur. On doit être sur un Rhum Fest 2017, peut-être, je sais plus. 2016 ou 2017, je me souviens plus. Il y a les gammes, il y a ces gammes différentes là. Puis il y a une autre marque aussi qui est arrivée un peu plus récemment, c'est Papillon. Oui. Quelle est l'idée, quel est le concept derrière Papillon? On en a déjà parlé, est-ce que c'était que ça, tu vas me dire, mais pour avoir une liberté accrue sur certains modes de vieillissement, changer de type de fût, te lâcher un peu plus sur certains trucs? Ouais, la réflexion, il y a énormément de réflexion à ce moment-là. Il y a évidemment la partie production, mais il y a aussi des sujets commerciaux. Et il y a le sujet qu'on a toujours eu de marque. Mon repos, moi, je m'en suis jamais occupé parce qu'en fait, j'avais du mal avec cette marque. Alors oui, c'était le nom du quartier, mais bon, t'as un rhum qui s'appelle Mon Repos. Je vais prendre un petit punch pour aller me reposer, pour m'endormir, pour me casser. Enfin, il y a un problème avec cette marque. Ouais. Donc, je l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais développé. Et donc, en 2017, je crois que je décide d'arrêter les frais sur Mon Repos, qui était vendu qu'en Guadeloupe à ce moment-là. Je décide d'arrêter les frais. Et vient effectivement, je m'estime être encore une fois très à l'écoute des gens et avoir toujours un côté précurseur. Hein. Voilà, c'est pas de l'ego, mais bon, faut savoir connaître quand on est fier. Et voilà, je pense avoir été à l'origine des parcellaires et du marché de parcellaires qui existe aujourd'hui. Les bruts de Cologne, à part Naisson ou nous qui avaient des alcools forts, mais ça n'existait pas. Et par contre, une tendance que je vois pas du tout arriver, que je vois pas du tout venir, c'est les finitions. Cette tendance-là, je la vois pas débarquer et je passe par une découverte extraordinaire qui est un HSE finition Sauterne, où ça fait partie encore aujourd'hui de mes plus grands coups de cœur de l'univers du rhum. Et je me dis, merde, comment j'ai pu louper ça? C'est hyper intéressant, c'est fascinant, c'est incroyable. Mais sauf qu'en fait, je peux pas penser à ça à ce moment-là parce que je suis focalisé sur la signature aromatique de Longto. Donc je peux pas commencer à tout faire. Et donc je fais des essais. J'achète des ex-sauternes, j'achète des ex-rhum de mélasse, j'achète des ex-whisky, j'achète des ex-Rivesaltes, j'achète plein de choses différentes. Et ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où, en fait, c'est très bon. Je prends du plaisir, mais en fait, je suis encore focalisé sur la signature Longto, donc en fait, je reconnais plus les rhums. Okay. Au bout de 3, 4, 5, 6 mois, je reconnais plus du tout les rhums. Ouais. Ça les change trop. C'est pas des mauvais produits, mais ça les change trop. Donc je mets de côté. Je mets de côté, en toute transparence, à ce moment-là, tu peux pas le jeter. Quand tu mets de côté, tu peux pas redistiller. C'est interdit dans l'agricole. Tu peux pas les jeter. Et donc, en fait, je viens ponctionner petit à petit, sur les 4 ans qui suivent, je viens ponctionner des rhums vieux 3 ans. Où, en fait, sur l'assemblage complet, je mets un tonneau avec ce sauterne pour le passer. Pour le finir, donc on les passe comme ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est dans un coin de ma tête. Et puis derrière, je redécouvre les finitions avec JM, je redécouvre les finitions avec d'autres maisons, notamment JM Finition Calvados, qui est magnifique. Et je lui fais chier quand même, c'était bon ce truc. Et
Et donc, je l'ai dans un coin de ma tête. Et au même moment, en 2018, on a une augmentation du contingent. Donc le contingent, donc c'est l'avantage fiscal que les Roms des DOM ont sur le marché métropolitain par rapport à des Roms étrangers ou Roms français, autres que les DOM. Et cet avantage fiscal, il est plafonné. Alors quand je dis avantage fiscal, c'est pour le consommateur, hein, où le consommateur paye moins de taxes sur le produit. Et on a une grosse augmentation. Et donc là, tu dis, bah, là, le marché caviste, il suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse le faire pour continuer à l'avoir. Parce que le risque à ce moment-là, c'est que si tu ne fais pas ton contingent, tu le perds complètement. Il y a ce risque. Donc en fait, il faut le faire. Et donc en fait, commercialement parlant, je dis, bon, bah, il faut qu'on aille en GMS. Mais je veux pas Longto aller en GMS. C'est pas possible. Donc en fait, c'est là vient l'idée en disant, bah, à la fois, il faut que j'aille en GMS d'une manière ou d'une autre. Donc il faut qu'on crée une deuxième marque. Donc l'idée, moi je me souviens très bien avec Florent Dubosson, qui est le propriétaire de la Maison d'Hédonisme aujourd'hui, avec Laurent Payol, où en fait on fait un rendez-vous chez Auchan. Auchan, ça faisait 3 ans que Auchan venait sur les Romfest et ils venaient nous voir. On veut Longto à Auchan. Et chaque année, je leur disais, vous n'aurez pas Longto à Auchan. Sauf que l'augmentation du contingent arrive, la 4e année il débarque, alors je sais pas, mais on va en discuter, quand est-ce que je peux venir vous voir? Et donc on va chez Auchan tous les deux. Et les gens sont très ouverts, les responsables de champ sont très ouverts au fait que on veut la maison en fait. C'est pas Longto forcément qu'on veut. Idéalement, on aimerait bien avoir Longto, mais moi je peux pas trahir les cavistes à ce moment-là. Puis c'est pas possible. Et en même temps, donc dans la voiture avec Florent, au retour de Villeneuve d'Ascq, dans la voiture, on dit bon, faut qu'on crée une deuxième marque. Moi je dis à Florent, bah je sais, ça fait des années que j'ai l'idée en tête, mais c'était pas un sujet pour moi. Est-ce que c'est pas le bon moment? Et puis Florent me dit si, on va essayer. Donc là encore une fois, c'est une très proche relation que j'ai avec Florent et la Maison d'Hédonisme en particulier, où encore une fois on co-construit des sujets, on co-construit des stratégies. Évidemment, on est libre de nos aromatiques et de nos projets. Et puis 6 mois après, j'ai dit à Florent, c'est bon, j'ai la marque, j'ai l'idée, on va y aller. Et puis c'est un four. C'est un four parce que c'est pas notre métier. Moi, j'ai une peur bleue à ce moment-là. Alors j'ai toujours mon petit projet finition derrière, mais tu peux pas commencer par ça et encore moins pour aller en GMS. Ouais. Donc il faut construire des classiques de base. Il n'y a pas de rhum vieux en vieillissement, donc tu repars de zéro sur une marque from scratch. Et puis surtout, moi j'ai une peur bleue, c'est de cannibaliser Longto. Donc on fait des packaging bleu fluo, rose fluo qui ont rien à voir. Il n'y a pas de budget, donc tu veux te créer un budget, donc on fait des grosses marges, ça se vend pas. Donc bref, on se fourre complètement sur le lancement de Papillon. On veut un accent très événementiel. 4 mois après, il y a le Covid. Donc karma, il n'y a rien qui va. Meilleur moment. Il n'y a rien qui va. Ouais. Mais du coup, le Covid nous permet effectivement de prendre du temps. Et en fait, on reconstruit la marque 2 ans après, où je change tous les packaging, on redéfinit complètement le sujet. Et je repars sur ce que je sais faire, c'est-à-dire la construction d'une aromatique. Okay. Et donc là, c'est très clair pour moi. J'avais déjà, Emmanuel m'avait fait tester Emmanuel Boudaric de Quintessence m'avait fait tester par le passé des chênes américains. Et je dis, bah, c'est ça qu'il faut, en fait. Il faut cette gourmandise, il faut cette vanilline, il faut ce côté un peu plus boisé que Longto. Et on va travailler sur une aromatique complètement différente. Je refais des essais sur des bases américaines avec des finitions. Je dis, là, la puissance du fût de chêne américain, avec une finition, avec autre chose derrière, ça tue moins le rhum d'origine. Donc je retrouve mieux mon équilibre et je dis ok, on y va. Donc on va pas appeler ça des finitions, on va appeler ça des doubles maturations et ça ne saurait tarder. Ouais. Nouvelle signature aromatique, chêne américain, et avec les finitions, tu te rends compte que ça fonctionne. Sur le blanc papillon, il y a une différence? Oui, elle est légère. En fait, on va intégrer parce qu'il nous fallait une différence. Ouais. Je savais pas comment la construire non plus, cette différence-là. Donc en fait, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que mon père, sur la partie agriculture, va gérer à peu près 350 hectares de canne à sucre sur la zone Capesterre. Donc on a une société de prestation de services où ces cannes sont initialement destinées à l'usine de sucre ou éventuellement à d'autres distilleries. Bon, c'est le propriétaire qui décide. Mais donc on a effectivement ce potentiel-là à un moment donné, là où Longto est 100% de domaine, mais on peut acquérir de la canne en extérieur. Okay. Et de la canne finalement qu'on maîtrise, c'est de la canne de Capesterre-Belle-Eau, c'est de la canne que mon père et ses équipes surveillent du matin jusqu'au soir, de la plantation jusqu'à la récolte. Donc on va faire des essais avec ces plantations-là, et notamment sur la partie canne jaune,
qu'on intègre et qui apporte effectivement plus de souplesse et de sucrosité dans les premiers assemblages de papillons. Et on se dit, bon, la différence, elle n'est pas énorme, mais il y a une petite nuance et on va attraper dessus, ouais. Donc on n'avait pas encore bien défini, donc on retravaille aussi les produits parce qu'on change les produits quand on démarre un cochon, on a un blanc à 45 et un brun à 45. Le brun a un succès fou, notamment quand on relance le packaging, mais aromatiquement parlant, il avait déjà été médaille d'or dans certains concours, le Spirit Selection, dans les concours, je sais plus comment il s'appelle ce concours, 100% rhum agricole, enfin rhum, Sugar Cane Spirits Award, un truc comme ça. Les ISSA. Exactement. Ouais. Donc médaille d'or aussi là-dessus. Donc dès qu'il n'y avait pas le packaging, on voyait quand même que la réussite était au rendez-vous. Donc ce produit existe toujours, on ne l'a pas changé. Ouais. On a changé le packaging. Et par contre, le blanc, on voit bien qu'effectivement, un blanc 45 degrés, c'est pas l'ADN de la maison, c'est pas l'ADN du rhum agricole. Donc on retravaille un blanc à 50 degrés, plus une autre F, où on savait pas encore à quel degré on allait le mettre. Et puis en fait, à force de recherche, de test, on finit à 53 degrés, qui est le degré idéal pour nous. Et c'est aujourd'hui une très belle réussite, ce papillon à 53 degrés. Ouais. J'en ai racheté une il n'y a pas longtemps, dis donc. Ouais. Le hasard fait bien. Tu fais très bien les choses. Une autre marque que tu as évoquée tout à l'heure, c'est Caruquera. Oui. Où il y a eu une association entre ton père et Grégoire Ayotte, milieu des années 2000, 2005-6, par là, je crois. Exactement. Et l'idée, c'est quoi? Donc les jus, c'est les jus de Longto, et lui, il les met en vieillissement dans son chai et dans ses fûts à lui. Oui. Mais il récupère tout, en fait. C'est ça l'idée au départ, c'est qu'il récupère tout ce qui est la partie vieillissement Longto. C'est-à-dire que vous mettez plus rien en vieillissement. Ouais. Et c'est ça que toi qui après tu te dis, bah non, je vais pas racheter des trucs. En fait, le deal avec Grégoire est simple, c'est-à-dire qu'en 2005, en fait 2004, ça fait partie des histoires familiales. Moi, je fais du vélo, donc on habite sur le domaine, je fais du vélo. Mon grand-père avait son bureau et je découvre, donc je vois un dimanche après-midi, je fais du vélo et je découvre que mon grand-père est là. Je vois sa voiture et son bureau ouvert un dimanche après-midi, ce qui est pas normal. Et par correction, je suis en vélo, je vais dire bonjour à mon grand-père et je passe par sa voiture et sur la plage arrière de la voiture, je vois un dossier marqué vente distillerie. J'ai pas été lui dire bonjour tout de suite, j'ai repris mon vélo et j'ai foncé à la maison voir mon père en disant grand-père il est là. Et j'ai vu ça. Bon, là je vous passe les détails, ça pète les plombs dans le domaine, ça hurle de tous les côtés, mais on était en grande difficulté. Ouais. Et mon grand-père, la solution qu'il trouve, mais pas très fier non plus de trouver cette solution, c'est de vendre le domaine. Quand on l'apprend, et par mon fait, et mon père s'en occupe dans la foulée avec ma mère, et il décide de se battre pour effectivement récupérer le domaine. Et je passe les détails sur les éventuels acquéreurs qu'il y a pu avoir et qui ont pu passer sur le domaine. Et donc l'idée de mon père, c'est donc de reprendre le domaine. Et il fait ses projections, et il va voir des banques. Et les banques lui disent oui, mais vous n'avez pas de clients. C'est bien beau tout ce que vous faites, mais c'est des promesses en l'air. Nous, on n'a pas de preuves. Ouais. Et à ce moment-là, Grégoire quitte Damoiseau et a envie et a ce projet de développer le rhum vieux en Guadeloupe parce que ça n'existe que très peu. Et donc, il se retrouve avec mon père puisqu'ils se connaissaient d'avant. Je crois même qu'ils ont dû aller à l'école ensemble à un moment donné. Et il trouve cette solution-là. Où en fait de la création de Caruquera, qui est une structure différente dans laquelle mon père et la distillerie sont associés, mais c'est une structure différente, vient la preuve que on a des clients. Puisque Grégoire avait déjà fait tout son projet, notamment en matière d'intégration de vieux, ne serait-ce que pour remplir les tonneaux. Oui. Donc il fallait acheter du blanc. Et donc en fait, on peut arriver face à une banque en disant, voilà, on a un client, il est certifié, il va acheter, il a même déjà payé les acomptes. Donc si on peut racheter le domaine, il y aura les acomptes, ça va arriver, etc., etc. Donc ça démarre comme ça. Mon père se facilite la vie avec ce projet-là aussi, puisque du coup, il s'occupe plus de vieillissement, il s'occupe plus de la mise en bouteille, et il co-gère la partie touristique. Après, moi, j'arrive, je fous la merde, mais disons que, encore une fois, moi, je suis un mec de valeurs et de relations humaines, et pour faire simple, moi, très rapidement, ça passe pas avec Grégoire.
Je comprends pas le manque de liberté qu'on a, je comprends pas la vision, je comprends pas où on va, je comprends pas l'homme me comprend pas, on se comprend pas. Donc en fait très rapidement, je souhaite effectivement reprendre une forme de liberté sur le vieillissement, sur la mise en bouteille, sur la partie tourisme, au fur et à mesure. Et on cesse la collaboration en 2020, 2021, je sais plus, j'ai dit peut-être une bêtise, sur l'approvisionnement en vrac. Lui, il continue, hein, si je dis pas de bêtises, il s'approvisionne ailleurs. Et il s'approvisionne ailleurs. L'outil est toujours au même endroit. Ouais. Mais effectivement, on n'a plus du tout de connexion, Ouais. quasiment plus de connexion. Il y a eu quelques frictions sur la fin. Ah ben entre lui et moi, il y a eu quelques passes d'armes D'accord. sur les réseaux, dans la Ouais. réalité évidemment. Donc après, c'est pas quelque chose dont je suis très fier. C'est Non, juste non, que on est lui et moi des hommes de conviction. Et on n'a pas les mêmes. C'est aussi simple. D'où les que ça. frictions. D'où les frictions. Voilà. D'où les frictions. Ouais. Donc oui, après c'est une marque qui a pris une ampleur colossale et évidemment qu'il fallait qu'on se sépare à un moment donné. Mmh. On connaît la conjoncture aujourd'hui dans les spiritueux, dans l'alcool, même la consommation en général, j'ai envie de dire, qui n'est pas la plus joyeuse. Comment se porte l'Oncto aujourd'hui? Donc tout se porte bien. On fête cette année nos 130 ans. Oui. Donc l'Oncto se porte bien avec évidemment, je dirais comme tout le monde, les épées de Damoclès. De Damoclès. Les mises aux normes, les fumées des distilleries, les chaudières, les colonnes. Tout ça sont des éléments, les bagasses, les vinasses, sont des éléments qu'on maîtrise pas à 100% aujourd'hui. L'économie, elle est plus tendue. Tu nous disais tout à l'heure qu'on avait l'habitude, que nous, certains avaient l'habitude de faire des croissances à 2 chiffres et aujourd'hui, c'est des décroissances. Oui. Donc, c'est compliqué. Donc, en fait, après, faut pas paniquer. Il faut avancer petit à petit, mais en même temps, toujours en continuant d'investir parce qu'il y a que ceux qui investissent qui s'en sortiront. Alors, faut avoir la capacité dans l'investissement de tenir les périodes complexes. Donc non, aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est que le tourisme fonctionne très bien. Aujourd'hui, tu m'accueilles sur la barge 166, qui est un outil d'expérience formidable. On a, nous aussi, fait des grosses évolutions sur l'expérience Longto sur le domaine. Ça nous permet encore de faire de la croissance. Là, si je parle de ne serait-ce que de 2024, mais même 2025, sur la saison touristique qui vient de se terminer, on fait de la croissance grâce à l'expérience. C'est-à-dire qu'on fait payer nos expériences, on fait payer des ateliers, on fait payer des choses comme ça. Si effectivement on se focalise que sur les ventes de rhum, on en vend moins. Donc l'outil touristique est performant et il devrait continuer à l'être. Après, effectivement, la partie locale est compliquée. On a, pour la 6e année consécutive, une augmentation des taxes. Donc là, le marché local plonge de manière très drastique, puisque la vignette sécurité sociale est égale à celle de la métropole maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça a fait monter effectivement particulièrement les gammes classiques, mais c'est sur ces gammes-là que tu fais des volumes. Je pense au punch Maracuja qui a passé un cap historique en Guadeloupe du 20 €. Donc aujourd'hui on a 21, 22 €, un produit qui en valait encore 14 ou 15 il y a encore 5 ans. Et je parle pas des augmentations de matières sèches, etc., mais ne serait-ce qu'en termes de taxes. Donc tout ça sont des évolutions qui nous font un petit peu ralentir. Ouais. Et puis ensuite, c'est l'occasion aussi d'aller voir un peu plus large sur l'export, puisque la France aussi, l'Hexagone ralentit. Il y a beaucoup de fermetures de cavistes. J'ai une grosse pensée pour Christian aujourd'hui, qui nous a quitté, enfin qui a fermé sa boîte. Christian est bien là. Il est toujours là. Il est en forme. Mais qui est en forme. Mais effectivement, ça c'est un coup de massue colossal quand l'historique du réseau caviste spécialisé s'en va. C'est quand même quelque chose de compliqué. Donc on s'ouvre à d'autres marchés. Donc on commence à travailler. On devrait commencer à travailler l'Italie. L'Allemagne devrait pas tarder. Donc les stocks quelque part qui sont là maintenant, il suffisent. Bon, on peut enfin ouvrir l'export, ce qu'on ne faisait pas avant parce que la Guadeloupe et la France hexagonale prenaient tous nos stocks. Aujourd'hui, il faut qu'on ouvre un peu, donc ce qui fait qu'on arrive à maintenir l'activité effectivement dans de bonnes sphères. Donc non, ça va. Donc après des changements, il y en aura, mais on y reviendra, je pense, au fur et à mesure de l'interview, mais il y aura quelques changements. Ouais. Est-ce que ça fait 2 ans, alors tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais que entre le Rumfest et le Whisky Live, il y a un arbitrage qui a dû être fait et c'est plutôt Whisky Live. Oui. Juste dans une optique justement de maîtrise de certains coûts, parce que tu te dis, bah non, on a le budget pour un salon par an et on va pas s'amuser à démultiplier l'offre.
Ouais. C'est ça le calcul? Alors non, si je suis totalement franc, il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est le sujet financier. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es obligé de choisir, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Et donc, j'ai fait un choix qualitatif. À la fois sur la structure et la manière dont sont organisés les différents salons, sur le public et sur la performance commerciale. Ok. Un Whisky Live a toujours été, alors il ne faut pas qu'ils en profitent pour augmenter leur prix, mais ça a toujours été un outil, je dirais pas rentable, mais efficace. Parce que tout de suite, tu enclenches avec les achats de Noël. Donc les cavistes, les semaines qui suivent, se projettent sur Noël, qui est un moment fort, voire le moment de l'année. Ce qui n'est pas le cas avec le Romfest, qui se projette potentiellement sur Fête des Mères, Fête des Pères, mais ce sont des outils commerciaux beaucoup moins efficaces. Donc en fait, tu n'as pas la rentabilité tout de suite du retour sur investissement. Ensuite, si je peux me permettre, le public qui arrive au Romfest aujourd'hui est un public qui, très sincèrement, moi, me fait peur. C'est pas ce que moi je veux qu'on défende dans le Rhum aujourd'hui. Alors j'y étais pas, mais j'entends parler de Commodity League, j'entends parler de choses, etc., etc. Il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui vomissent, c'est pas ça que moi je veux voir. C'est pas ça qu'on doit défendre. Aujourd'hui, le monde du rhum a pris une telle ampleur, il y a plein de petites marques diverses et variées qui se développent et c'est très bien. Ouais. Mais il faut pas oublier qu'on fait un métier où on sauve pas des vies. Hein. Mais on ne doit pas en supprimer. Bien sûr. Donc je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est moi je fais ce métier pour le goût, pas pour l'alcoolisme, pas pour l'effervescence, pas pour ça. Après, tu me connais, tu sais très bien, je suis un mec qui fait la fête et j'aime beaucoup ça. Mais pas pour se mettre mal. Tu dois faire un produit qui a des valeurs, que ce soit tous les spiritueux en font partie, pour maîtriser le goût. Et quand tu as un public, quand tu as des gens qui poussent à la consommation pour rentabiliser un ticket, rentabiliser une entrée, et qui finalement tu te retrouves avec des gens, mais non, en fait, le dernier Rumfest que j'ai fait, et le Whisky Live, on n'a pas ça. Alors j'en fais de moins en moins de salons. J'ai fait le Rumfest en Belgique dernièrement, pareil, ça m'a pas beaucoup plu, je te cache pas. Parce qu'en fait, moi j'arrive à un moment où moi je viens avec beaucoup d'équipes. Parce que je veux que mes équipes vivent ces moments-là, je veux les vivre avec eux, je veux la fête aussi qu'on a autour et l'esprit d'équipe et qu'on arrive à construire. Et quand je vois ça, je dis mais je peux pas faire subir ça à mes gars, c'est pas possible. Moi j'ai pas envie de le subir, je veux pas qu'ils le subissent. Et ces discussions que j'ai eues par le passé avec Jérôme Valané, choses comme ça, si ça s'améliore pas, moi je veux pas revenir. Il faut qu'on retrouve de l'expérience, il faut qu'on retrouve le goût et pas la consommation absolue. Le Rumfest en Belgique a un système très bien, c'est des tokens, où à un moment donné, ça te maîtrise la consommation. Il faut qu'on arrive à trouver ça. Le Whisky Live, c'est un public différent, c'est un public whisky, donc qui est peut-être différent. Et puis, c'est pas que du rhum, donc les gens font plus attention à la manière dont ils dégustent. T'as un vrai circuit, d'abord avec des whiskies, parce que c'est quand même l'outil principal. Ils reviennent derrière, donc le public est quand même très différent dans sa maîtrise de la consommation. Le Rumfest, par définition, il y a le mot fest, et c'est pas ça que je veux défendre. Donc je dis pas qu'on n'y retournera jamais. Je dis qu'il faut que ce modèle change pour le bien-être des gens, le bien-être des consommateurs, mais le bien-être des gens qui sont derrière le stand, puis le bien-être des équipes du Rumfest. Parce que c'est pas très agréable, je pense pour tout le monde. Donc il faut, voilà, c'est un petit, je peux faire passer un petit message, il faut que ça se réinvente. Et en plus, c'est vrai que pour faire les deux salons, moi, chaque année, le Rumfest, j'allais dire presque malheureusement, ces gens que tu peux décrire qui sont toutes vannes ouvertes, il n'y en a pas forcément énormément. Mais ça gêne le reste. Mais ils sont très vocaux. Bah oui. Et je pense aussi que, je ne sais pas s'il y en a, je pense qu'il y en a peut-être un peu moins proportionnellement au Whisky Live, mais je pense aussi qu'ils sont peut-être un peu mieux gérés. Enfin, j'ai l'impression que les équipes de sécurité sont mieux gérées. Et je pense qu'il y a des gens qui sont gentiment accompagné dehors. Après, tu as des moyens, on peut imaginer les moyens du Whisky Live sont nettement au-dessus des moyens d'organisation. Mais finalement, c'est ce que nous, on recherche aussi. Alors, ça me fait, je pense à Cyril aussi, Hugon, quand je dis ça, ça me fait mal d'en parler comme ça, parce que il a fait partie, lui, le Rumfest, Anne et toutes les équipes ont fait partie des pionniers de l'engouement autour du rhum. Mais
comme toute entreprise, comme toute marque, si tu te renouvelles pas, tu plonges. Et je pense qu'il faut absolument qu'ils se renouvellent. Alors maintenant, ils ont une chance inouïe, c'est que tu as beaucoup de groupes qui se consolident. Je pense à Premium Craft Spirit, à d'autres maisons du, enfin non, maison du qui est moins concernée, mais qui prennent des lots complets, qui envoient toutes leurs marques. Je pense à DBM qui a eu la chance de présenter ses premiers produits cette année au Rumfest et je suis très proche d'eux, donc ils ont un retour extrêmement positif du truc parce que c'est la première fois qu'ils représentent la marque, mais pour des marques historiques comme nous, comme Nesson, comme d'autres, on a du mal à y retourner parce qu'en fait on ne veut plus vivre ça, quoi. Ouais. On parlait de la conjoncture pas au beau fixe. Et je me suis rendu compte en faisant quelques recherches pour cette émission-là, je regardais des prix des rhums, entre autres guadeloupéens, blancs, sur différents sites de vente, et je voyais qu'il y en avait un paquet, alors pas forcément les tiens, si ce n'est Genesis, mais c'est autre chose, mais il y a beaucoup maintenant de maisons guadeloupéennes sur des blancs qui dépassent allègrement les 50 €, voire les 60 €, sur du blanc, encore une fois, et pas forcément sur du blanc qu'on peut qualifier de premium, enfin ça dépend. Est-ce que tu crois que ça aussi, ça a créé un sentiment chez le consommateur de se dire oula, moi mon blanc il vaut normalement 30 €, j'en sais rien, là c'est 50, 60, mon pouvoir d'achat est en berne. Est-ce que tu crois que l'augmentation des prix, après cette fulgurance du marché du rhum qui s'est vraiment extrêmement bien porté, explique partiellement le ralentissement actuel? En fait, évidemment, parce que moi j'ai toujours été jamais voulu être dans la spéculation des produits. Pour moi, c'est le bon prix au bon moment avec le bon produit, qui peut paraître très cher au départ. Je pense aux parcellaires qui doivent être dans les 40, 44, 46 € aujourd'hui, qui étaient un peu moins chers que ça au lancement, mais qui ont subi les augmentations des packaging. Mais ça peut pas être plus. Ça vaut pas plus. Donc le rapport quantité, qualité, prix, il est important. Moi, je me fais toujours des réflexions sur des vins de Bordeaux, des Margaux, des choses comme ça, qui valent des milliers d'euros. Est-ce que c'est 1000 fois meilleur que celui qui vaut 50 €? Et non. Donc en fait, tu peux pas décorréler la notion effectivement de plaisir, qui est la règle numéro 1 pour moi. Donc oui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Un blanc, effectivement. Après, tu as des effets de taxe. Qui fait que du coup tu as des bascules, notamment tu parlais de Genesis, notamment qui fait que ça bascule. Mais un blanc au-dessus de 60 €, ça commence à devenir compliqué et finalement ça les vaut pas tant que ça. En tout cas, je remets pas en question le travail du producteur ou même de nous là-dessus, mais c'est-à-dire qu'en fait on peut comprendre que le consommateur ne se suit pas et puis quelque part tu auras des alcools vieillis à moins de 60 €. Mais là encore une fois, on en revient toujours au goût. C'est-à-dire que moi ça me choque pas qu'un blanc soit plus cher qu'un vieux. À condition qu'il y ait un objectif et pourquoi ce produit a été fabriqué, à quel moment il a été fabriqué, comment tu vas le consommer. Si tu as des blancs qui derrière on te dit c'est pour faire un daiquiri et ça vaut 60 balles, non, c'est pas logique. Donc après c'est cette notion de plaisir et effectivement le consommateur c'est lui qui décide. S'il a décidé que c'était trop cher donc il l'achète pas, s'il l'achète pas tu plonges. Donc oui il faut maîtriser ça. Après sur les rhums guadeloupéens, on a depuis quelques années plein de petites maisons qui sortent, pas forcément en maîtrisant l'outil industriel, ou pas forcément n'étant pas dans l'IG. Je pense à Papa Rouillot par exemple, qui doit avoir des prix de vente assez élevés en métropole, qui font des produits fabuleux, mais qui effectivement, du fait qu'ils n'ont pas à la fois c'est une petite distillerie et en même temps ils n'ont pas la structure fiscale qui permet de descendre les prix. Je pense à Marie-Louise qui a lancé ses produits aussi en 50 centilitres à 63 € en Guadeloupe. Donc ça commence à faire des ratios assez importants. Ça n'empêche pas que le produit est absolument fabuleux. Maintenant, c'est des petites proportions, c'est des petites quantités. Le jour où, je ne sais pas si c'est dans leur projet, mais le jour où ces gens ont l'ambition d'augmenter les volumes, on peut espérer des réductions des prix. Donc après, c'est toujours une économie d'échelle que tu dois faire. Bon, donc on a plein de petites découvertes, de jolis produits comme ça, mais qui sont effectivement très onéreux, mais même en Guadeloupe. Donc, ouais, ici, tu peux imaginer un petit facteur multiplicateur. C'est clair. Est-ce que ça t'ennuie parfois, ou alors premièrement, est-ce que tu l'entends encore, et est-ce que ça t'ennuie d'entendre que Longto, c'est les rhums blancs? Que là où ils sont les meilleurs, c'est les blancs. Est-ce que tu as l'impression que c'est passé, ça? Non. Est-ce que... Alors, ça m'ennuie pas du tout. Ça m'ennuie pas du tout. Déjà pour la simple et bonne raison que je m'occupe du vieux. Donc,
Je sais que je suis le premier concerné par les critiques ou les non-compliments de la partie rhum vieux, donc ce qui me gêne pas du tout. Et non parce que non, au contraire, à l'inverse, je suis très fier de ça. Je suis très fier qu'on soit reconnu pour nos rhums blancs, parce que j'estime également que, enfin nous estimons, mon père a la même vision, que il est plus compliqué de faire un bon rhum blanc qu'un bon rhum vieux. Un rhum vieux, tu peux rattraper. Tu feras pas un excellent rhum vieux à ce moment-là, mais tu feras un bon rhum vieux. Tu peux le rattraper, tu peux le refaire vieillir, tu peux l'assembler, tu peux retravailler les choses. Un blanc, si t'as loupé ta récolte, t'as loupé ton agriculture, t'as loupé ta fermentation, le rhum, il sera pas bon. Et puis, après, tu peux rien faire. Tu peux pas corriger, tu peux pas mettre de sucre, tu peux pas mettre d'arôme, tu peux rien mettre. Donc, tu peux rien faire. Un rhum vieux, tu joues sur les aromatisations légales, genre l'infusion de bois, tu changes de tonneau, tu dis, bah, il est trop amer, bah, tu vas le mettre dans un tonneau neuf, donc tu vas rapporter de la fraîcheur, tu fais un assemblage. Donc, en fait, tu peux tout retravailler, tout recalibrer. Maintenant, moi je trouve ça normal parce que finalement, ça ne fait que 9 ans ou 10 ans que j'ai redémarré. Donc je suppose et j'espère que dans 10 ans ou 15 ans, on dira, ça y est, on a compris. Parce qu'il faut comprendre. Je reprends l'exemple de Prélude, qui est moi et mon bébé, c'est mon bébé, c'est ma première création. Donc je le considère vraiment ce produit-là comme mon bébé. On a mis du temps à l'expliquer. Et les ventes, aujourd'hui c'est un produit qui fonctionne très très bien. On fait plus de 13 000 bouteilles par an de Prélude. À l'époque, on en faisait 4 000. J'avais plus de difficultés à vendre les 4 000 bouteilles que vendre les 13 000 aujourd'hui. Mais ça a mis 5-6 ans pour comprendre. Parce qu'en fait, les gens te disent, bah oui, mais déjà, fût neuf, c'était pas dans les habitudes de consommation. Quoi qu'on en dise, le marché, il est sur le boisé. Donc les gens veulent que ça sente le bois, et donc on n'est pas sur cette stratégie là, pas du tout. Donc forcément on s'adresse à un public moindre. Et encore une fois, il faut l'expliquer. Effectivement, comme tu disais, on fait moins de salons, donc on l'explique moins aussi. Les équipes de la Maison de Denise font un boulot formidable pour aller chez les cavistes, et avec tous les produits sont en dégustation possible. Donc ça marche. Et puis, mais faut prendre son bâton de pèlerin pour expliquer, pas un rhum parmi d'autres, mais celui-là, ce rhum-là, cette signature aromatique-là, et elle est propre à nous. Moi, je dis toujours, on fait le rhum comme nous, on l'aime. S'il y a plein de gens qui aiment avec nous, tant mieux, mais on le fait d'abord pour nous, le rhum. Donc oui, ça prendra du temps. Mais on assumera toujours, effectivement, cette signature-là. J'en profite juste pour dire, parce que la maison de l'hédonisme, tu l'as mentionné quelques fois, que c'est le distributeur. C'est notre distributeur en métropole, tout à fait. Si tout le monde est au courant, j'en profite. Nombre de références dans ta gamme, dans la gamme Longto. Si on prend tous les blancs à petite sortie, on va dire, je sais pas, les 29 février, les éditions spéciales VNB, Constellation, il y en a pas mal, plus les gammes pérennes, etc. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Je parle même pas des punchs, qui font aussi partie de l'offre. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Il y avait les cuvées RSMA, la galerie, enfin voilà, ça se démultiplie. Est-ce que ça c'est voulu? Est-ce que ça se présente un peu comme ça parce qu'il y a des opportunités? Et est-ce que ça fait pas trop? Alors, c'est totalement voulu, c'est totalement assumé. J'ai toujours eu, quand j'ai écrit la stratégie Longto en 2011, mon objectif, c'était de combler toutes les possibilités tant qu'on respectait notre signature. Il y a eu des choses qu'on a fait, qu'on va refaire, qu'on a arrêté, qu'on va refaire. Je pense notamment, on va sortir une gamme de millésimés d'ici 2026. Ce qu'on avait fait, il y a une époque, on avait une grande réserve 2004, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va refaire effectivement cette collection de millésimes. C'est-à-dire que moi, je pars du principe où on doit répondre à tous les sujets, tant qu'on dévergonde pas les aromatiques. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et tant que je n'aurai pas terminé, on n'arrêtera pas. A priori, une fois les millésimes passés, je pense qu'on aura traité tous les sujets. Donc ça fait pas beaucoup alors ça fait beaucoup et en même temps pas beaucoup, dans le sens où oui, évidemment, il y a beaucoup de collections, mais sur une année civile, t'as pas toutes les collections en même temps. Là, des Genesis, il y en a sur le marché, mais ils ont été produits il y a déjà 4 ans, ils sont sortis il y a 2 ans, et on n'a pas l'intention de reproduire avant 2026-2027. C'est là où tu vois que le marché s'est saturé en alcool fort, et les volumes vont moins vite là-dessus. Mais donc en fait, les collections existent, et moi je suis un homme de collection. J'aime ça, les collections. Il nous faut des collections, parce que tu traites des sujets différemment. Dernier sujet en date qu'on a traité, c'est la collection Sensoria, où on traite effectivement du parcellaire de chêne.
Évidemment, c'est pas un sujet que tu peux mettre dans une bouteille de 70 centilitres à 250 euros. Parce que c'était la dernière collection qui est une collection plutôt de présenter nos tests, présenter ce qu'on peut essayer de faire et des choses comme ça. Donc non. Et puis c'est ce qui fait, si tu veux, il y a deux méthodes. Soit tu as une grande marque et avec peu de produits. Et donc pour la soutenir, faut mettre des moyens colossaux en marketing, en budget pour faire de l'événementiel, pour faire de la présence terrain, pour faire de la communication, de la presse, etc. Soit tu n'as pas ces moyens-là et pour faire connaître ta marque, faut innover. Et nous, on a toujours fait connaître, on est toujours monté en connaissance client par les innovations, par les nouveautés. Si on n'avait pas fait les parcellaires, les gens n'auraient jamais entendu parler de nous. Et les gens n'auraient jamais affilié Longto à l'une des meilleures marques de rhum blanc. Non, la notion de collection est pour moi très 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 importante et capitale. Alors oui, pour les équipes, ça peut faire beaucoup, mais encore une fois, on ne fait pas tout de la même année. Donc il y a les standards, les classiques, qui sont en permanence, Souvenir maintenant qui est en permanent, les Ponches évidemment, mais c'est tout. Prélude, symphonie, concerto, c'est pas du permanent. Opéra, c'est tous les 2 ans. Genesis, c'est tous les 2-3 ans. Ouais, c'est par batch, c'est vrai que. Donc c'est des batchs, c'est des millésimes, et donc en fonction de ça, on le fait pas tout le temps. Là, on va avoir un millésime qui va sortir l'année prochaine, le prochain, c'est pas avant 3-4 ans. Donc beaucoup de collections, mais pas tout le temps. Ok. Tu en as parlé tout à l'heure, autant de ton grand-père, quand tu avais vu à l'arrière de sa voiture ce dossier de vente. On en parlait avec Franck Dormois, de La Favorite. Il nous disait que lui, occasionnellement, des offres pouvaient arriver à la distillerie, alors surtout quand ça allait pas bien, pour la racheter. Est-ce que depuis que ton père a racheté la distillerie, il y a eu des offres comme ça? Ouais. Il y a eu des gens qui se sont présentés, qui ont toqué, qui ont fait... Tu sais, ça fait partie... alors, déjà, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on parle de toi. Et puis... c'est des questions que tu ne peux pas éluder. On parlait des mises aux normes. À un moment donné, quand il y a une mise aux normes qui va nous dire qu'il faut mettre 2,5 millions pour changer la chaudière, nous on fait 3,5 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Tu vas bien voir qu'à un moment donné, c'est pas compatible. Donc on n'y est pas encore, mais donc il faut pas mettre ce sujet-là de côté. C'est pas l'ambition, c'est pas ce que je suis en train de dire ou annoncer, soyons très clairs, mais tu peux pas mettre ce sujet de côté. Maintenant, des offres, on en a tout le temps. D'accord. Alors, des demandes, on en a tout le temps, pardon. Des offres, on en a eu. Et je vais même te raconter une très violente. Je ne citerai pas les gens. Je vais essayer de deviner. C'était au Wine Paris. On est 2025, 2024, 2023 ou 2022. C'est 2022, si je dis pas de bêtises. Wine Paris 2022. Donc, on a un stand avec le cartel des spiritueux, avec d'autres maisons familiales. Et donc on est sur le stand, je suis sur le stand, puis il y a un type qui débarque, 2 types qui débarquent, et voilà, on cherche Monsieur Longto et tout. Donc en fait, il rencontre Philippe Vanson. Philippe Vanson, c'est le propriétaire de Jacoulot, des liqueurs Jacoulot de Bourgogne. Et donc Philippe nous met dit, François Longto, c'est lui, je vous le présente. Et donc on est tous les 4 avec ces 2 messieurs plus Philippe, et puis on papote. Et puis je réponds, tac au tac. Et Philippe, à un moment donné, il me regarde et me dit « François, je crois que tu comprends pas. Le monsieur souhaite te faire une proposition d'achat. » Ah ? Ben non, c'est pas possible. Ok. Et là, tu dis « Attendez, messieurs, je m'excuse, j'ai pas du tout compris votre démarche. Je pensais que on parle de la distillerie, de la technique, de production, de quoi vous parlez. » Bah écoutez, on vient du monde de la vigne et on souhaiterait discuter avec vous d'une opportunité qui pourrait vous intéresser. D'accord. Pas du tout. Et en fait, je découvre que l'autre type qui est en face de lui, vient de se faire acheter par le premier type. Et donc, pendant 10 minutes après, il y a le second type qui m'explique pourquoi il a vendu sa maison familiale et pourquoi il faut le faire. Okay. Messieurs, on va arrêter là. Je vous souhaite un bon salon. C'était peut-être pas présenté comme ça. Et donc, ça, c'est l'offre la plus violente. C'est dans le couloir d'un Wine Paris. Et tu fais, non, mais ils sont malades, ces gens-là, c'est pas possible. Donc, oui, on en a souvent. Ok. On en a souvent. Y compris des très concrètes, voire brutales. Ça, c'était brutal. Cette nature. Ouais, je vois. 2025, t'es 40 ans. Je remets ça sur le tapis. J'aime bien, parce que j'y suis passé il y a un moment déjà. J'arrive là, 3 semaines. Mais c'est aussi les 130 ans de la distillerie. Oui. Est-ce que des choses sont en préparation, événements, cuvées
Mais qu'est-ce qui se prépare? Oui, Si donc tu peux en dire un peu. ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir des produits un peu. Tu parlais de beaucoup de collections, donc on a évidemment des collections éphémères liées aux anniversaires. On avait fait une magnifique carafe pour nos 120 ans. On avait fait un produit plus anecdotique, en tout cas plus simple pour nos 125 ans. Là, c'est une année à chiffre rond, donc on veut aussi faire des choses. Donc là, effectivement, je vous ai emmené deux produits, donc terroir familial et terroir unique, pardon, et signature familiale. Donc là, encore une fois, dans l'objectif de mettre en avant le savoir-faire de la famille. Donc ça, c'est les deux Ouais. cuvées qui vont sortir. On fait plein de petits événements, on a appelé ça les rendez-vous. Donc on fait plein de petits rendez-vous tout au long de l'année, que ce soit en Guadeloupe ou en Hexagone, Mhm. soutenus donc à partir d'aujourd'hui sur effectivement ces deux produits-là. Et puis devrait y avoir effectivement un événement en fin d'année avec où on dévoilera une carafe absolument sublime, où on a souhaité mettre en avant le travail des artisans. Donc c'est une carafe qui de bout en bout a été travaillée par des artisans. Donc, il n'y a pas un seul industriel qui a Ok. travaillé sur le sujet. Du bouchon à Donc, l'étiquette, en du passant bouchon, par l'étiquette, le flacon, tout. Ok. Tout est travaillé par des artisans. Donc on devrait le dévoiler autour du mois de novembre, décembre, si tout va bien. Donc voilà un petit peu la thématique de nos 130 ans, mettre en avant notre savoir-faire, Mhm. la famille et effectivement les produits et des petits rendez-vous. Donc par exemple, effectivement, avec notre ambassadeur Eloi Splinter, donc on fait beaucoup Oui, d'ateliers, pairing, des choses comme ça. Et puis découverte, encore une fois, le goût et la technique. d'accord. Et du coup, ces deux-là, en un mot, je vois qu'il y a un blanc et a priori un Donc, vieux. comme d'habitude, bah, Ça, hein. comme on disait tout à l'heure, on peut pas faire une collection sans mettre un rhum blanc dedans. Donc, terroir unique, on est sur un assemblage de... Alors, c'est un parcelle numéro 6, 100% parcelle numéro 6, mais assemblé 2023-2024. Ok. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça. C'était pas forcément ce qui était défini au départ, mais on a quand même pas les meilleures récoltes 2023, 2024, 2025. C'est pas les meilleures récoltes qu'on a. Donc, on a été rechercher du 2023 pour réapporter un peu plus de gourmandise et de souplesse sur le 2024 qui est un peu plus sec. Ok. Et puis, sur le rhum vieux, c'est un rhum vieux de 4 ans en vieillissement ex-cognac, mais c'est un 100% parcelle 11, donc vieilli pendant 4 ans. Donc sur des degrés, ce ne sont pas des brutes de colonne mais les bases de degrés étaient assez élevées, donc ils sont réduits. Je ne sais plus le degré, mais on est aux 57-58 degrés sur les deux. Sur les deux. Donc là encore Pas une que fois, sur le c'est blanc. mettre en avant. Voilà, chez nous encore une fois la notion d'alcool, la puissance alcoolique, c'est un support des aromatiques. Je l'ai toujours considéré comme ça. Ouais. Donc on a des rhums effectivement à la fois gourmands, mais assez secs et assez puissants. Et c'est ce qu'on aime chez Ouais. nous. Donc on veut là encore une fois le mettre en avant. Avant d'en arriver à peut-être d'autres sujets, là, d'un futur à moyen terme, voire long terme, un petit mot sur Acheteoria. Je l'annonçais au début. Explique-nous en deux mots ce que c'est et puis ton implication maintenant dans cette marque. Asteria, donc c'est une marque créée par Camille et Marlène il y a plus de 10 ans de ça. C'est une marque de liqueur. Et dans mes autres casquettes et un sujet qu'on a peut-être un peu abordé, on a aussi la structure de distribution en Guadeloupe, Ok. sur laquelle on revend effectivement nos rhums que je dirige, mais aussi sur laquelle on vend d'autres du vin, des champagnes et des spiritueux. Et donc j'étais distributeur d'Asteria depuis 5 ans. Et donc c'est une marque avec laquelle j'ai eu beaucoup d'affinités dès le départ. Et là encore une fois, je sais que c'est une marque. Honnêtement, quand je prends la marque, c'est Florent Dubosson qui me la présente Mhm. pour la première fois. Il débarque en Guadeloupe avec des échantillons. Je connaissais pas la marque, c'était absolument fabuleux. Je sais que ça va pas se vendre, mais j'ai un coup de cœur pour Camille particulièrement, l'une des cofondatrices, et puis pour les produits. Et Camille en parle avec tellement d'aisance que je lui vois. Ouais, au moins pour moi, et puis si ça se vend, ça se vend. Et donc on a été distributeur, on fait très peu de volume, hein. En Guadeloupe on doit faire à peu près 90-100 bouteilles par an. Camille m'a appelé fin 2020, ça passe vite maintenant, fin 2023. J'avais entendu sur les réseaux qu'elle était en difficulté, elle m'en avait parlé, et puis fin 2023 elle me dit François, écoute c'est la fin. D'accord. C'est la fin, on n'a pas réussi à vendre, on va fermer et il y a une dernière chance, c'est que tu récupères la marque d'une manière ou d'une autre. On va aller à la barre du tribunal, on va devoir Ok. mettre les choses et en fait, je suis très touché de ça par Camille. Il y a d'autres offres qui se font en face que je sais pas qui c'est, mais je sais qu'il y a des offres qui se font en face et je dis mais je peux pas y aller seul.
Moi, encore une fois, humainement, je suis quelqu'un de loyal et c'est important. La première personne qui m'en parle, c'est Florent. Florent, c'est mon distributeur sur Longto et Papillon, mais c'est devenu aussi un ami. Je prends mon coup de fil, je dis Florent, Camille vient de me proposer ça, c'est assez lunaire, je sais pas comment on fait, mais si j'y vais, tu viens. Et elle me dit, bah attends, on va en parler à Laurent. Je dis, bon, les gars, et puis en fait, on se lance dans l'aventure en disant, bah allez, on essaye. Et puis au pire, ça nous fera une expérience humaine tous les trois. Et puis de toute façon, c'est peut-être, de toute façon, on n'a pas de moyens colossaux, donc on va se faire doubler. On sait très bien qu'on va se faire doubler par quelqu'un d'autre, quoi. Et En fait, au final, c'est nous. voilà. C'est nous parce qu'on est des passionnés, parce qu'on a fait le travail de manière formidable et parce que c'était la meilleure adéquation entre Laurent et Florent, structure de distribution, moi, l'œil de production. Et ça fait quelque chose d'assez formidable. Donc, on débarque dans cette aventure-là en février 2024. Et on va pas se mentir, on galère. On galère parce que cette marque, elle est compliquée. Ouais. C'est un univers qui a été créé et qui nous appartient pas. Donc moi, j'ai sur l'histoire familiale de Longto, de Papillon que j'ai créé de toutes pièces. Ouais, c'est facile. Là, c'est 10 ans de vie. Puis c'est 2 filles. Nous, on est 3 mecs. Donc la vision marketing aromatique, elle est pas forcément la même. Il faut qu'on comprenne cette marque. On met beaucoup plus de temps que prévu à la comprendre. On est tous très fans des produits, mais en fait, les produits sont difficiles. Alors, il y en a qui fonctionnent très bien, comme Electric Velvet. D'autres où c'est plus compliqué. Il y a des gens, elles ont réussi à créer une communauté incroyable sur les réseaux sociaux et donc elles ont une notoriété qui est absolument, ces liqueurs ont une notoriété absolument fabuleuse. Mais c'est des liqueurs extrêmement puissantes, donc t'as pas les... Presque utilisé comme des bitters. C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans un cocktail, il t'en suffit très peu, donc t'as un roulement de consommation qui est pas important. Non. Les packaging, alors moi c'est mon métier, moi j'y adhère pas du tout parce que finalement la marque est très peu visible. Tu enlèves le bouchon, tu vois plus la marque, même si la forme de la bouteille est très reconnaissable. Mais finalement, ce n'est pas un produit prioritaire pour les barman. Les cavistes, ça revient très cher. Donc nous on a fait d'énormes efforts de production. Et puis on sous-traite la production. Alors avec des gens formidables, des passionnés et avec un vrai savoir-faire, qui est la maison Gabriel Boudier en Bourgogne. Mais là aussi, moi j'ai l'habitude je te racontais comment j'ai commencé chez Longto et refait les choses, j'ai fait les choses moi-même. Là, les faire à distance, je te gâche pas que je galère avec des gens que du coup j'arrive même pas à avoir au téléphone, c'est plutôt Laurent qui s'en occupe finalement. Il y a pas mal donc il y a de freins. Il y a des freins voilà, on y croit encore, évidemment qu'on y croit. On travaille déjà sur le futur. Il y a des décisions qu'on aurait pu prendre plus rapidement. On a décidé d'être plutôt prudent. Donc on va encore être prudent. Et puis je pense qu'un jour il faudra faire une révolution complète du sujet. Je considère que1 an et demi après, on est encore en train d'apprendre cette marque. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Maintenant, avec Laurent et Florent, on a des ambitions aussi en dehors de cette marque et on va essayer aussi d'aller jouer dans d'autres cours. On s'approche de la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un petit... Tu nous as déjà parlé de ces 2 bouteilles, d'une carafe qui arrivera en fin d'année. Un petit teasing sur quelque chose qui va arriver, un changement que toi, qui te tient à cœur, qui va arriver chez Longto? Oui. On t'écoute. Je vais quitter la distillerie. Tu vas quitter la distillerie. Non d'une pipe. Donc c'est une décision personnelle que j'ai prise. D'accord. Donc ça c'est en discussion avec mon père évidemment. J'imagine. Donc ça c'est un sujet. Alors quand je dis je vais quitter la distillerie, je vais faire une pause. J'ai besoin personnellement de faire une pause. J'ai besoin de retrouver de la créativité. J'ai besoin de me reconcentrer. J'ai vécu une année pas évidente à titre personnel. Et j'en arrive là parce qu'on a fait des choix. Tu parlais de gens qui sont passionnés, qui fonctionnent tout le temps, qui vont à fond dans tout ce qu'ils font. Ça a été mon cas. Je pense que j'ai perdu 2-3 choses au passage. D'accord. Donc un divorce pour faire très clair, et puis plein d'autres choses au passage. Donc il faut un besoin d'émancipation, un besoin de liberté, un besoin de réfléchir un peu aussi en dehors de la famille, de me concentrer sur des projets plus personnels. Alors H2RIA en fait partie, mais c'est pas le fondement même de cette réflexion. Donc oui, gros changement qui arrive. Donc on prépare ma suite, on prépare le lendemain. Alors je vais pas m'écarter radicalement. J'envisage même de revenir. C'est presque je refais un retour 20 ans en arrière, si tu veux. Besoin de cette
période. Exactement. C'est de la même façon que quand j'ai découvert que j'étais en discussion dans un bar à vendre du Sir Edward et je me suis dit, je sais ce que je veux, mais je vais apprendre 3, 4, 5 ans ailleurs pour revenir avec des bonnes idées. Ben, j'ai besoin de cette pause. Là, aujourd'hui, justement, à l'aube de mes 40 ans dans 3 semaines, effectivement, j'ai besoin de prendre cette pause pour mieux revenir. J'abandonne pas la famille, la famille ne m'abandonne pas. Par contre, aujourd'hui, j'ai moi mis en place des gens, des équipes. Bon, évidemment, mes parents et mon frère, il n'y a pas de sujet, mais des équipes qui fait, je sais, voilà, ça connaissent la stratégie, font le chemin. Les projets pour 2026 sont déjà dans les bacs, donc j'ai pas besoin d'être là. S'ils ont besoin d'un coup de main, ils pourront toujours m'appeler, mais moi j'ai besoin, voilà. Donc il y a des écritures de bouquins, il y a des écritures de choses, il y a d'autres voyages, d'autres spiritueux, d'autres choses. Donc je vais faire une petite pause qui durera, je pense, au moins 3 ans, puis peut-être 5 ans, mais en tout cas, je prendrai le temps qu'il faut pour moi. D'accord. C'est presque un peu égoïste de le dire comme ça, avec un peu d'émotion évidemment, mais ouais, c'est important parce que, encore une fois, l'institution, c'est des phrases de footballeurs, ça, mais l'institution, elle est au-dessus des joueurs et au-dessus des gens. On n'est pas indispensable. Et aujourd'hui, je veux surtout pas arriver à un tournant où, en fait, j'ai longtemps été comment dirais-je, le dynamiteur de cette entreprise et je veux surtout pas arriver parce que j'arrive pas moi à me renouveler personnellement, je veux pas emmerder les gens, je veux pas détruire ce que j'ai construit. Et donc je préfère partir. Mon père est encore très jeune, donc je reviendrai le jour où peut-être lui aussi ça coïncidera avec sa retraite, j'en sais rien, puis on en reparlera. Donc je reste à côté. Je pense que je garderai quelques sujets autour de l'interprofession, des choses comme ça, des sujets de vision plus long terme. Donc je suis à côté, mais je vais me mettre à côté un petit moment. Ok. Donc, je l'apprends, je le découvre. Ça a l'air d'être le choix de la sagesse, mais je te le souhaite en tout cas. Oui, bah c'est un choix longuement réfléchi. Ça fait un moment que j'y pense. Ça fait plus d'1 an que j'y pense. Okay. Et aujourd'hui, ça me paraît nécessaire pour revenir un jour ou pas. Encore une fois, je peux pas le définir comme ça. Mais par contre, moi, à titre personnel, j'ai besoin de cette pause. J'ai besoin de retrouver mes enfants qui grandissent beaucoup trop vite à mon goût. Et c'est un élément fabuleux. Et puis, encore une fois, tu parlais beaucoup on parle de famille, de terroir, de génération. Moi, c'est un sujet qui me passionne énormément pour en parler avec d'autres maisons. Je parlais du cartel, la famille Darroze, la famille Dupont. C'est des sujets qui me passionnent et sur lesquels j'ai envie de fortement m'intéresser aujourd'hui pour, je dirais, transmettre quelque chose de plus sincère à mes enfants et moins obligatoire. Le nom de famille est parfois lourd à porter et en plus moi je porte le même prénom que mon père et des fois se faire un prénom c'est difficile, surtout quand on a le même que son père, donc ça aussi c'est un poids que je veux surtout pas imposer à mes enfants. Je dis pas que mes parents me l'ont imposé, mais je dis que ça s'est fait naturellement et aujourd'hui je veux être sûr aussi que les 30-40 prochaines années de ma vie, j'espère, feront que je fais aussi des choix par conviction plus que par habitude et par obligation familiale. Et je veux surtout pas transmettre ça à mes enfants. Je veux que si un jour ils rentrent dans la distillerie, ils le fassent pour leur volonté à eux et pas quelque chose que la famille a mis comme poids sur leurs épaules. Donc ça, c'est un vrai sujet que je vais aborder avec eux dans les prochains jours, semaines, années. Donc voilà. Ok. C'est le gros sujet. Très bien. Eh ben écoute, merci pour ta franchise, merci pour ce moment privilégié avec toi. Et puis on te souhaite le meilleur, évidemment. J'y compte bien. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous filer un coup de pouce, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, vous en parlez à vos amis. Ça nous aide vraiment. À bientôt, à la prochaine.